Salut tout le monde, bienvenue à une autre édition de mon podcast. Oui, en passant, je dis podcast, je dis pas balado. J'ai eu des plaintes, quelques plaintes de gens là, comme on dit balado, c'est comme non. Tu peux le dire si tu veux, là, c'est comme moi, ce mot-là, j'ai pas, je l'aime pas. Et j'ai l'impression aussi que souvent ceux qui veulent qu'on dise balado, c'est des gens qui en écoutent même pas de podcast anyway. Mais ouais, bienvenue à mon podcast. Donc, fin de cet éditorial. Cette semaine, dans mon podcast, en fait, cette semaine, ce mois-ci, parce que je suis rendu à une fois par mois, je reçois Félix Rose, qui est cinéaste, qui a fait le film Les Roses, qui porte sur son père, Paul Rose, ainsi que son oncle, Jacques Rose, et beaucoup aussi sur sa grand-mère, Rose Rose, que l'histoire a un peu oubliée. Et c'est vraiment dommage parce que je vous conseille vraiment d'aller voir le film, en fait. On va en parler beaucoup, là, mais allez voir ça. Moi, je suis allé voir ça. Je m'attendais pas, je dis pas que je m'attendais à pas grand-chose, mais c'est juste que je pensais que je connaissais un peu l'histoire, puis que ça allait être un film d'archives, tu sais, comme on en a vu beaucoup. Et finalement, la manière que c'est construit, c'est que c'est comme écouter une fiction absolument incroyable où tout est vrai. C'est que la manière que c'est raconté, en tout cas, vous allez voir, on va en parler beaucoup durant le podcast, mais c'est une histoire carrément incroyable, rocambolesque. Puis il y a eu beaucoup de générosité, Félix, de nous parler de tout ça, de nous parler de son père, côté plus personnel aussi. Vraiment très, très intéressant. Je vous conseille d'aller voir ça. Je sais que c'est pas évident là, en ce moment, aller voir des films là, au cinéma. Là. Moi, je suis allé voir ça. Là. Bon, tu arrives avec ton masque, puis tout ça. Quoi qu'aller voir un film sur le FLQ avec un masque, il y a quelque chose de particulier quand même. Il y a ça a un petit kick. Mais ouais, j'ai vraiment passé un bon moment et je vous conseille d'aller voir ça. Avant d'aller voir le podcast, je vous rappelle, en fait, je ne l'ai pas dit au podcast, mais je vais vous le dire maintenant. Je fais un podcast live très bientôt. C'est le 16 septembre avec mes amis de Sexe Illégal à Saint-Eustache, au Zénith de Saint-Eustache. C'est très, très rare que je fais ça, des podcasts en direct, mais il y a comme il y en a en ce moment beaucoup en salle. Je pense que les salles ont comme, je sais pas s'ils ont des subventions pour ça ou quoi que ce soit, mais j'ai beaucoup d'offres par rapport à ça. Fait qu'on va peut-être en avoir d'autres. Mais pour l'instant, c'est celui que je sais, puis c'est déjà en vente. Je vais mettre le lien aussi. Donc, c'est au Zénith de Saint-Eustache avec Sexe Illégal. Allez voir ça. Puis pour ce qui est des shows, je pense que j'en ai un en octobre à Sainte-Thérèse. Je ne sais pas si ça tombe ou pas. Là. On est toujours dans l'incertitude par rapport à ça. Sinon, je pense qu'en 2021, il va commencer à en avoir un petit peu plus. Et moi, tranquillement, je vais recommencer. Là. J'en fais pas beaucoup. Je pense que je vais aller au bordel un petit peu, là, me remettre dans le bain parce que j'ai absolument oublié tous mes textes. Je me rappelle plus de rien en tout. Je sais même pas si je suis capable encore de le faire. C'est sûr que oui, là, c'est comme faire du vélo, ça se perd pas. Mais ouais, je me remets là-dedans là, tranquillement, pas vite. Pas le choix. Hein, faut gagner sa vie. Puis on ne sait pas combien de temps ça va durer, cette situation-là. On ne sait pas. On ne sait pas si éventuellement, c'est sûr que oui, ça va se régler, là, mais on ne sait pas, on ne connaît pas l'échéancier. Donc, mais pour les rares fois que vous pouvez me voir live, encouragez ça, encouragez le podcast, allez voir ça. Je vais mettre le lien pour voir Sexe Illégal avec moi live. Sinon, pour l'instant, ah oui, je rappelle aussi, si vous voulez vous abonner au Patreon, c'est toujours apprécié. On est rendu à 200. Je sais que ça peut pas paraître beaucoup, mais pour moi, ça veut dire quelque chose. Je n'avais pas des gros objectifs par rapport à ce podcast-là parce que je considère que c'est quand même assez niché. Là. Je reçois des gens, des fois, que personne n'a aucune idée. Je ne reçois pas beaucoup de vedettes. Anyway, ça ne m'intéresse pas nécessairement, là. Quoique, il y a des vedettes qui ont plein d'affaires à dire, mais ce n'est pas ça le but du podcast. J'essaie de montrer des gens qu'on ne voit pas beaucoup, puis ça fait en sorte que ça n'attire pas nécessairement beaucoup de gens. Mais ceux qui suivent, ils trouvent ça intéressant, ils apprécient l'effort. Puis il m'encourage donc à ces 200 personnes-là. Je vous dis merci infiniment. C'est vraiment grâce à vous que ce podcast-là a survécu. Donc, si vous l'encouragez, si vous voulez faire en sorte que ça se perpétue encore un petit peu, vous pouvez vous abonner au Patreon. Patreon. Ça, je l'ai francisé. Donc, voilà. Pour l'instant, on s'en va écouter Félix Rose qui nous parle de son film Les Roses. Let's go! Hey, Félix Rose, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, Guillaume. Merci. Je suis
content d'être là. C'est vraiment un plaisir. Écoute, j'ai vu ton film. Ben, on va te présenter un peu pour les gens qui te connaissent pas peut-être. Donc, tu es cinéaste. Tu viens parler de ton film Les Roses, porte sur ton père et ton oncle, Paul Rose, ton père, Jacques, ton oncle, et beaucoup aussi sur ta grand-mère, Rose. Donc, c'est ça, comme on vient de le dire, tu es le fils de Paul Rose. Est-ce que tu trouves ça agaçant de souvent, tu sais, j'imagine que c'est revenu souvent dans ta vie, là, c'est le fils de. C'est quelque chose qui t'agace ou c'est quelque chose que tu embrasses puis tu es fier de ta famille? Mais c'est drôle parce que vu que moi et mon père, on n'a pas évalué dans le même milieu. Tu sais, mon père Ouais. était dans les syndicats, puis moi, j'ai jamais essayé d'être syndicaliste. Moi, j'étais tout le temps dans le cinéma documentariste. Donc, j'ai jamais été vraiment comparé à mon père. C'est sûr que je suis un fils d'eux, puis ça fait partie de ma vie, puis j'ai pas de problème avec ça. Mais souvent, même au primaire, secondaire, le monde ne savait pas c'était qui mon Ah ouais, père. ok. Donc, j'étais pas confronté. J'ai peut-être été confronté plus à ça au cégep et à l'université. Mais on ne m'achalait pas avec ça, peut-être à cause justement de la lourdeur de l'histoire de mon père. Ah Les gens ouais. étaient trop timides d'en parler et tout. Mais à part les très proches, honnêtement, j'ai jamais été comme dans ceux qui étaient comme écœurés de se faire appeler le fils de. Ou s'il le OK. faisait, il le faisait dans mon dos, mais jamais dans ma face. Ouais. Ah, fait que t'as jamais senti ça, là, l'espèce de regard sur toi par rapport à ta famille ou tu sais, ce que les gens peuvent penser ou quoi que ce soit. T'as jamais senti ça. T'as été libre de ça quand t'as grandi. Ben, j'ai senti plus tard, puis c'était plus comme les gens étaient plus comme impressionnés, tu sais, c'était Ah, OK. pas. Mais j'ai jamais senti de jugement ou des trucs comme ça, non, pas du tout, là. OK, OK. Fait que toi, tu veux être cinéaste depuis longtemps, là, si je comprends bien, parce que dans le film, on te voit, là, t'es tout jeune, là, t'as une Ouais. caméra déjà, puis t'interviews ton père. Fait que déjà, enfant, tu voulais déjà être cinéaste, là, tu savais ça, toi. Moi, écoute, j'ai deux passions dans ma vie, c'est le cinéma et la généalogie. OK. Puis pour moi, les rôles, c'est un peu le combiné des deux, tu sais. Parce que quand j'ai appris qu'il était mon père, je sais pas pourquoi, j'étais pas capable d'en parler avec lui. Tu sais, une cousine avait dit qu'elle avait été impliquée dans la mort d'un homme. Donc, quand tu apprends ça, Ouais. tu penses pas aux politiques, là, tu penses pas au contexte, tu penses pas, tu te dis pourquoi. Tu sais, c'était comme un choc parce que moi, mon père, c'était quelqu'un de doux à l'écoute, un papa poule qui correspondait pas à l'image que je voyais dans les médias du terroriste ou du révolutionnaire. Tu sais, Mhm. c'était confrontant pour moi. Donc, je sais pas pour comment que ça s'est fait. Je sais que j'ai eu un projet d'école, peut-être à 12 ans, de faire un arbre généalogique. Puis, j'ai tellement été obsédé par ça que je suis allé plus loin. Puis, ça m'a habité pendant une dizaine d'années. Puis ça m'a permis, mes recherches généalogiques m'ont permis deux choses. Première chose, ça m'a permis de comprendre d'où venait ma famille, mes racines ouvrières, comprendre c'était quoi l'oppression d'il y a 50 ans, parce que moi, comme enfant de 87, je ne l'avais pas vécu. Comme quoi que le travail en usine, c'est des conditions de travail épouvantables. Tu es obligé de parler en anglais au patron. C'est des trucs que j'ai appris en faisant de la généalogie. Et ça m'a permis de créer un lien vraiment solide avec mon père. Parce que mon père, il a embarqué dans ma passion. Puis ça a vraiment été le socle de notre relation. Et écoute, moi, au lieu de passer mes fins de semaine à faire du vélo avec des amis, j'allais à la Bibliothèque nationale, j'allais dans les cimetières, fouiller nos ancêtres. C'est Ouais, vraiment ouais. ça qui nous unissait. Tellement que notre rêve, c'était d'aller en Irlande. Parce que l'Irlande, Rose, c'est irlandais. Puis on n'était pas capable d'aller plus loin que le premier Rose arrivé en Amérique. OK. Donc, en 2011, je suis parti un mois avec mon père. On a fait un road trip. On a fait le tour de l'Irlande. Puis, justement, dans la généalogie, tu sais, on a découvert plein de trucs. J'ai découvert que Rose, c'était pas Rose, mais c'était Rouse. Le nom, c'était francisé au Québec. Donc, on a pu remonter beaucoup plus loin. Puis, on était accueillis par le Parlement irlandais, ce qui était un peu inédit pour moi parce que je comprenais pas que mon père avait une résonance en dehors qu'au Québec. Parce que il faut dire que dans les années 80, mon père a fait une grève de solidarité, une grève de la faim, Ouais, en en prison. solidarité, ouais, en prison, en solidarité à Bobby Sands. Tu sais, Bobby Sands, c'était un révolutionnaire de l'IRA OK. qui avait fait une grève de la faim, il avait des revendications, puis qui avait été élu pendant qu'il faisait sa grève de la faim, puis qui en est mort. Tu sais, je pense ils ont fait un film qui s'appelle Hunger sur son histoire. Donc, mon père était très connu du milieu irlandais, tellement que les gens qui étaient dans l'IRA à l'époque, tu sais, l'armée révolutionnaire irlandaise, étaient maintenant au Parlement dans un parti qui s'appelle le Sinn Féin, et on a été accueillis par le Parlement irlandais. Mon père était accueilli comme un héros. Donc, moi, ça a été C'est incroyable. j'avais, c'est ça, j'avais pas mesuré l'importance de mon père. Puis un autre choc pendant ce voyage-là, ça a été vraiment déterminant dans ma vie. Mon père a perdu la vue.
Tu sais, il avait juste un œil, OK, puis ouais. il y avait déjà des problèmes avec son autre œil, puis là, pendant le voyage, j'ai perdu la vue et je me suis retrouvé avec un aveugle. Puis mon père, j'ai compris un peu sa force intérieure parce que moi, je paniquais, là, tu sais, si ton père est aveugle, puis là, t'es pas chez vous, t'es dans le pays, c'est pas Ouais. ta langue. Tandis que lui, il est resté d'un calme déstabilisant, puis il n'a jamais voulu annuler le voyage. Il a dit, on continue, on va jusqu'au bout. C'est pas grave, Félix, décris-moi ce que tu vois. Aïe, aïe, aïe. Donc, j'ai vraiment compris le monde intérieur de mon père. Puis, tu sais, j'avais posé une question. J'ai dit, mais comment tu as fait pour passer à travers toutes ces années de prison, dont 2 en ségrégation, pas de lumière et tout? Puis, il m'a dit, c'est simple. Je m'étais créé un monde intérieur, puis je me voyais comme dans un bateau. Puis, je traversais l'Atlantique. Je savais qu'il y avait un début, je savais qu'il y avait une fin. Puis, j'entendais les vagues et tout ça. Donc, ça m'a fait réaliser la force de l'homme, la force de mon père. Donc, c'est là, à ce moment-là, que j'ai dit, il n'est pas immortel, sa santé décline, il faut que je Ouais. fasse un documentaire sur Ah ma ouais, c'est à ce famille. moment-là. Oui, parce que tu es documentariste, puis tu as un sujet comme ça, tu sais, puis mais je me sentais jeune, je me sentais pas prêt, j'avais 24 ans à l'époque. Je me suis dit, il faut que je fasse de quoi. Puis pendant 1 an, j'ai réfléchi à mon projet. Tu sais, lui, il s'est regagné une santé, tu sais, il a récupéré un peu de vue avec son œil. Puis on a pu en échanger vraiment, là. C'est là qu'il m'a expliqué d'où il venait. Puis, tu sais, c'est drôle parce que quand j'ai présenté la version finale de mon projet, il a pris le temps de m'en parler, d'expliquer. Puis, tu sais, il m'a dit, Félix, à la base, moi, j'étais un militant pacifique. Tu sais. J'avais été très marqué par la pauvreté de ma ville. Je voyais les injustices vécues par mes parents, mes grands-parents. Puis vu qu'on était dans les années 60, il y avait une effervescence nationale, tu sais, l'indépendance du Québec. Pour moi, puis pour plusieurs de mon milieu, on voyait ça comme une façon de régler les questions sociales. Ouais. Puis moi, tu sais, j'étais un militant, là, donc j'étais dans toutes les manifs. McGill français, c'est un des organisateurs. J'étais tout le temps là, mais il y avait toujours une réaction violente, policière, politique. Tu sais, c'était les coups de bâton, c'était les coups de matraque. Ouais. Ça, c'est important de le rappeler quand même. La violence est venue en premier de l'autorité. Ben, c'est souvent le cas, là, mais on parle, dans ton documentaire, tu parles de la Saint-Jean en 68, puis tout ça, c'est C'est comme, ça. c'est violent, là. Exact, là, on était dans des. Parce que souvent, on parle de la Révolution tranquille, là, genre, tous les problèmes se sont réglés, Ouais, mais tranquillement, doucement. doucement, mais c'est pas exactement ça. C'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant la Révolution tranquille, il y a des gens comme mon père que pour la première fois de leur vie, ils ont eu accès à des études en dehors des écoles primaires, secondaires, parce qu'ils finissaient tous à 15 ans. Donc, lui, c'est sûr que ça lui a permis de mettre des mots, des concepts sur qu'est-ce qu'il vivait. Donc, quand il allait, mettons, au collège, je suis allé au collège Sainte-Marie, puis, tu sais, il clashait, là. Ça a l'air, mon père me racontait des anecdotes, tu sais, on était tout croche, on n'avait pas de cravate. À un moment donné, ils m'ont refusé de faire un examen parce que j'avais rien autour du cou. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un bas, je me suis mis un bas, puis le gars était déstabilisé, puis il m'a laissé faire mon examen. Tu sais, c'était vraiment un Ça, c'est choc. règle, là. C'est fou. C'est ça. C'est un choc en deux milieux. Mais lui, il a appris, tu sais, tous les concepts politiques, ce qui se passait ailleurs dans le monde, il a appris ça. Puis quand il est retourné dans son milieu, il est revenu avec ce savoir-là, il est devenu prof pour partager tout ce savoir-là à sa classe sociale. Mais comme on dit, c'est ça, il y avait beaucoup de répression, mais mon père gardait l'idée que tant qu'on peut prendre la rue, même si c'est des coups de bâton, on peut s'exprimer puis on peut faire avancer nos idéaux, en tout cas faire la promotion de nos idées. Mais il est arrivé une séquence d'événements dont le lundi de la matraque. Tu sais, cette journée-là, mon père est passé de sympathisant à activiste Ouais. parce qu'il avait tellement été estomaqué, marqué par cette violence-là. Lui, il a été mis dans le fourgon et tout, qu'il commençait à faire un livre, un recueil de témoignages qu'il a fait avec Jacques Langto, qu'il a rencontré cette journée-là, qui s'appelle Le lundi de la matraque. Puis ça lui a permis de se faire connaître un peu du milieu indépendantiste. Il a rencontré Pauline Julien, Gérald Godin, son futur avocat Robert Lemieux. C'est Godin, c'est lui qui a édité le livre. Donc, il s'est fait connaître à ce moment-là comme activiste. Puis c'est là qu'il est devenu organisateur. Tu sais, mon père, c'est un grand organisateur. Il organisait des manifs et tout. Mais c'était toujours de façon pacifique. Puis justement, un jour, mon père ouvre le journal, puis il voit quelque chose qui l'indigne profondément. Il voit que pour aller à Percé, il fallait avoir 20 piastres minimum dans les poches parce qu'il y avait des polices qui checkaient les gens Oh, qui ouais. passaient. Puis si tu n'avais pas 20 piastres,
ils ne te faisaient pas rentrer. Puis, tu sais, c'était vraiment, ils visaient les jeunes. Donc, Mhm. mon père qui était prof, Jacques qui travaillait au CN, qui avait quand même un peu d'argent, ont décidé d'acheter une cabane qui s'appelle la Maison du Pêcheur, qui est au Ouais. milieu de la ville. Puis, tu sais, ils n'ont jamais voulu leur donner un permis d'alcool. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que ils ont dit aux gens, ils ont invité les gens de partout au Québec, les jeunes, venez-vous-en, puis plantez votre tente gratuitement, puis ça va être contribution volontaire. Puis c'est devenu vraiment une plaque culturelle importante à l'été 69. Tu sais, Ouais, tous ouais, les ouais. artistes, Ouais, beaucoup d'artistes sont passés par là. On les voit dans ton c'est documentaire. Il y a ça. Plume, Robert Charlebois, tout ça, ouais. Ils sont tous allés. Puis, tu sais, c'était pacifique, là. C'était des jeunes, c'était un lieu d'échange. Tu sais, ils parlaient culture, ils parlaient politique. Puis autant que les habitants étaient sympathiques à eux, autant que les pêcheurs étaient solidaires. Puis, tu sais, c'était des jeunes pauvres dont ils leur donnaient du crabe gratis. Là. Dans ce temps-là, ça valait rien le crabe. Personne ne voulait manger ça. Puis ils mangeaient du crabe à journée longue, puis ils triplaient. Nice. Tu sais, autant que les commerçants, eux, ils voyaient pas ça d'un bon œil parce que Ouais. ils avaient peur que ces jeunes-là, tu sais, qui appelaient les crottés, les pouilleux, parce que, tu sais, on est des années 70, là, c'était des hippies, qui fassent peur aux touristes américains. Parce que, Ouais, ouais, ça avait l'air très touriste anglo à cette c'est époque-là. ça. Percé, c'est là encore un peu très touriste, là, mais Ouais. ouais, Ben, particulièrement à cette époque-là. c'est ça, ça faisait partie de leur démarche parce que les Canadiens français, comme ils s'appelaient à l'époque, n'avaient pas les moyens d'aller en Gaspésie. C'était surtout les Américains. Puis eux, c'était dans l'optique, tu sais, ça nous appartient, c'est notre territoire, c'est le plus beau joyau, la Gaspésie. Il faut que les gens puissent y avoir accès. C'est pour ça que mon oncle, à toutes les semaines, il amenait un gros truck, il embarquait 10 jeunes, tous serrés dans son truck, puis ils les amenait gratuitement en Gaspésie. C'était se rapproprier le territoire, mais les commerçants, eux, tu sais, c'est sûr, c'était leur gagne-pain. Puis ils ne voulaient pas faire peur aux touristes américains avec les va-nu-pieds, comment ils les appelaient. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont vraiment fait des mesures de répression Ouais. pour se débarrasser d'eux autres. Puis ça s'est soldé par un arrosage. Puis c'est quand même violent, là. Les pompiers sont débarqués. Ils ont dit, on va nettoyer les pouilleux, on va laver les pouilleux. Puis ils ont arrosé, mais un jet là, de C'est fort, pompiers, ouais. là. C'est pas un arrosoir, là. Tu sais, ça, il y en a qui se sont ramassés dans le mur. Écoute, c'était violent, des blessés. Donc ça a fait le tour du Québec, tellement le tour du Québec qu'au même moment, tu avais Neil Armstrong qui marchait sur la Lune, puis tu as une première page où tu as Neil Armstrong marche sur la Lune, bouleversement à Percé, Maison du pêcheur. Donc Ah ouais. c'est sûr que ça a fait connaître mon père publiquement à cet événement-là, mais en même temps, il était encore dans l'optique, tant qu'on peut en faire, on va en faire. Mais un jour, pas longtemps après, bien, Jean Drapeau a dit c'est fini les manifestations à Montréal, là, à part la Coupe Grey. Il a fait une loi anti-manifestation qui a été prouvée inconstitutionnelle quelques années plus tard. Puis c'est là que mon père, mon oncle et d'autres militants, comme Francis Simard, ont dit mais là, si on nous enlève le seul moyen de s'exprimer qui est la rue, tout ce qui nous reste, c'est la clandestinité. Puis eux, c'est sûr qu'ils s'informaient, puis ils voyaient ce qui se passait en révolution, les révolutions en Amérique latine, les révolutions en Algérie. Puis, c'est rendu là, la seule réponse qui restait à la violence politique, c'était une autre forme de violence, qui était, eux, s'organiser, être clandestin, puis passer à d'autres moyens d'action. Mais c'est ça que je veux montrer dans le film, c'est que c'est pas des gestes gratuits, tu sais, c'est pas les 4 personnes qui ont décidé d'enlever le Ouais, ministre du ouais, ouais. Travail le levant un matin. C'est une séquence d'événements, puis c'est la répression de l'époque qui a amené des gens à aller aussi loin puis poser des gestes aussi graves, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est bon que tu le remettes en perspective parce que on a beaucoup de préjugés par rapport à ce qui est arrivé et tout ça. Des fois, on connaît pas l'histoire vraiment, mais pour remettre les choses en perspective, à l'époque, c'était rough, là. Tu sais, je pense que ta famille est grandie à Ville-Jacques-Cartier. Moi, j'étais à Longueuil. Maintenant, je connaissais pas l'existence de ça, mais si tu peux expliquer un peu, c'était comme c'est pas un bidonville, mais presque, là. Je pense qu'il n'y Pas avait pas de loin, là. service. C'était l'équivalent des favelas là, en Amérique latine, là. Il n'y avait pas d'eau courante. C'était des gens qui rêvaient d'être propriétaires, mais qui ne savaient pas se construire. Puis c'était comme une ville de mafia, là. Celui Ouais, qui ouais, était ouais. le maire s'appelait Rémillard, là, qui était dans le commerce d'ordures. C'était un voleur de Ah, c'est maison. les Rémillards? Exact, là, Yes! exact. Je savais pas ça. Puis non, non, c'était comme un bandit, là. Puis Ah, même le ouais. gouvernement, même le gouvernement a tout fait pour le destituer. Je pense que ça finit par fonctionner. Donc, c'était des élections qui se gagnaient à coups de bâton. Puis c'était vraiment une mafia locale. Puis, tu sais, il n'y OK. avait pas conditions de vie. Tu sais, c'était pas d'eau courante, pas d'asphalte. C'était vraiment la misère. Puis mon père me racontait ça. Il voyait des gens, des jeunes de son âge mourir de ces conditions-là.
un jour, il y a un avion qui s'est écrasé avec le Jacques-Cartier. Dans le début des années 50, mon père a vu ça. Puis ça a comme détruit, je pense, 6-7 maisons. Puis il y a des amis, il a vu des corps de ses amis calcinés là-dedans parce que c'était des maisons de tôle, là, ça brûlait, tu sais, tout Aïe, ça. aïe. Donc, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas parce que là, c'est sûr que ça n'existe plus, mais tu sais, Jacques Cartier, tu sais, Pierre Vallière, il en a parlé beaucoup. Lui, il était du coin. Tu sais, ça a été comme une espèce de noyau du FLQ. Il y a beaucoup de gens du FLQ qui sont issus de ce Ouais, ouais, milieu-là ouais. parce Parce que que c'est quand. inacceptable, là, grandir Oui, là-dedans. Tu vois ça autour de c'est toi, ça. tu fais comme ça peut pas être ça, là. Il y a une injustice totale, là. Exact. Puis, tu sais, l'injustice allait tellement loin parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de ressources. Puis pour aller à la piscine, là, mon père devait aller à Saint-Lambert. Puis tu étais obligé de parler en anglais. Les jeunes de Ville-Jacques-Cartier étaient retournés chez eux. Donc, il fallait vraiment qu'ils ne disent pas un mot puis qu'on ne les entende pas parler puis qu'ils essayent de passer pour aller à la piscine parce que c'était vraiment vu comme un ghetto. Puis personne ne voulait avoir du monde de Ville-Jacques-Cartier dans les quartiers plus riches avoisinants de la Rive-Sud, tu sais. Mhm. Donc, quand tu réalises ça, que ça fait à peine une cinquantaine d'années, puis qu'on a vécu ça, ça permet de mieux comprendre qu'est-ce qui a amené des gens, on va dire, prendre les mots d'aujourd'hui, à se radicaliser, Ouais, puis ouais, ouais. à prendre des moyens comme la violence, parce qu'ils vivaient des injustices impardonnables. Ton oncle parle de l'usine Redpath Ouais. aussi dans le documentaire. Ça, c'est assez épouvantable. Il raconte une histoire d'ailleurs d'un ouvrier qui s'endort puis qui se fait gruger l'oreille par un rat, puis il s'en rend même pas compte tellement il est fatigué. Ça aussi, c'est des conditions de travail qu'on connaît pas, là. On a de la misère à prendre la mesure de ça, mais c'était carrément épouvantable à l'époque, là. Je sais que ton oncle et ton père voulaient pas travailler là longtemps, en tout cas. Mais non, parce que, tu sais, à l'époque, la majorité des. Tu sais, il y avait une petite bourgeoisie canadienne-française, là, mais la Mhm. majorité de la population travaillait soit comme ouvrier ou soit dans l'agriculture, en agriculture, comme fermier, puis c'était des milieux très tough, là. Puis, milieu ouvrier, dans ce temps-là, c'était vraiment. Tu sais, on traitait vraiment les gens comme la marde, là. Puis les gens se sentaient chanceux d'avoir un job. Moi, mon grand-père, il se sentait privilégié d'avoir un job, Ouais. une place dans une usine, même s'il est mort du diabète à 60 ans parce qu'il passait ses journées dans le sucre, que c'était des 14-15 heures par jour, c'était une chaleur inouïe, c'était des rats partout. Moi, mon père m'avait raconté qu'il y avait un des collègues de son père qui était tombé dans une marmite bouillante, puis ils n'ont jamais trouvé son corps, puis Aïe, ils aïe. ont juste retrouvé sa montre, puis ils n'ont pas enlevé, ils ont vendu leur sucre quand même, là. Tu sais, ça te Ah donne ouais. une idée. Oh, oui, tu sais, c'était pas Avec un corps dedans. Aïe, aïe, c'est avec un incroyable. corps dedans, puis c'était pas question d'arrêter la production. Tout était axé sur la production, Mhm. puis c'était vraiment de la domination, parce que quand le boss passait, mon père devait parler en anglais, donc s'il ne parlait pas anglais, il ne prenait pas Red Pat, là. C'était yes sir, yes, oui, oui, tu sais, c'était comme ça. Bon, faut Donc, t'apprendre à c'est dire yes, ouais, effectivement. Ouais, il était quand même désiré. En gros, Puis, là. tu sais, mon père, il baranouguait l'anglais parce que c'était son gagne-pain. Donc, mon père et mon oncle ont tous vu ça. Puis, c'est sûr que ça les a indignés, là, cette soumission-là. Puis, tu sais, quand tu dis 100 ans, là, moi, c'est 4 générations qui ont travaillé là. Puis, le jour où mon père et mon oncle étaient destinés à travailler là, puis qu'on dit, papa, on veut pas travailler là, nous autres, on peut pas, on veut pas, on veut pas. Ça, il y a eu comme une espèce de rupture. Puis moi, la rupture, je l'explique grâce à la mère. Parce que, tu sais, ma mère, elle vient d'un milieu. La grand-mère, ma grand-mère, Rose Rose, c'est une femme pas comme les autres. Tu sais, Qui est c'est elle. incroyable d'ailleurs, là. C'est Ouais. vraiment la vedette du film, à quelque part. Elle ressort beaucoup. Ben, toi, tu l'as pas connu, j'imagine. Non? De ce que je comprends, tu l'as pas connu. J'imagine qu'en regardant ces archives-là, tu as fait ah mon Dieu, j'aurais tellement aimé la connaître. Elle est brillante, elle est punchée, elle comprend les affaires, elle est vraiment allumée, là, tu sais. Puis elle le prend d'une bonne manière aussi. Elle a l'air d'avoir une espèce de positivisme à toute épreuve, là. Moi, ça a été la révélation pour moi parce que ma grand-mère, je suis né 6 ans après son décès, puis je la connaissais comme une espèce de figure mythologique, là, parce que les roses, ils en parlaient tout le temps. Elle faisait partie tout le temps des parties de famille, tout le monde avait une anecdote. Donc, je l'ai connue comme ça, puis c'était tellement intense que quand je rentrais chez nous, il y avait une espèce d'affiche géante de ma grand-mère où, avec un petit texte en dessous, Rose Rose arrêtée au poste de police de Westmount pour avoir remplacé un drapeau du Canada par un drapeau du Québec. Puis, tu sais, mais j'avais juste cette image-là.
Mais quand j'ai commencé à fouiller les archives, parce que, tu sais, quand mon père est décédé, je me suis retourné vers les archives. C'était 8 ans de recherche Ouais, d'archives. d'ailleurs, bravo là-dessus. Je sais pas comment t'as rassemblé tout ça, mais t'as des images absolument incroyables. Ça a dû être un long travail, j'imagine. Tu sais que t'as pogné tout Ah, ça, différentes sources, j'imagine, hein? ben écoute, j'ai gratté parce que souvent, moi, la crise d'octobre, c'est tout le temps les mêmes images. Puis moi, je voulais raconter de Mhm. façon différente. Puis j'étais allé beaucoup chez les particuliers, tu sais, des OK. gens qui avaient des vieilles bobines qui puent dans leur sous-sol, ou j'avais des tantes qui avaient gardé des affaires. Donc, c'est pour ça que ça a pris 8 ans, puis j'ai été Ouais. chanceux d'avoir l'ONF, parce que eux, c'était les seuls qui avaient le moyen de restaurer puis Ouais, ouais, ouais. renumérer tout ça. Puis là-dedans, j'ai trouvé des entrevues de ma grand-mère, puis c'est là que Ouais. je l'ai rencontrée, si on veut, puis j'ai réalisé la force que cette femme-là avait, la fougue, puis j'ai réalisé justement qu'est-ce qu'elle avait transmis à ses fils. Moi, justement, si son père n'arrête pas, c'est à cause de la mère. La mère, elle disait, il faut sortir les jeunes de leur milieu, est allée travailler. Tu sais, à l'époque, les femmes, ils travaillaient pas, puis c'était une humiliation pour mon grand-père parce que les hommes, si leur femme travaillait, c'était pas capable de subvenir aux Mhm. besoins de la famille. Puis elle a dit, c'est pas vrai que mes enfants vont manquer de rien. Elle est allée travailler dans un restaurant. Puis toutes les valeurs de solidarité, d'entraide, Ouais, elle les accueillait mieux des enfants sortis. qui avaient des difficultés C'est autour ça. de chez elle. Ouais, vraiment C'est un ça, grand cœur. c'est vraiment elle, là. C'est elle le cœur de la famille. Puis pour connaître les frères Rose, il faut connaître Rose Rose. Puis cette femme-là, ça ne s'est pas arrêté là. Quand mon oncle, mon père ont été arrêtés, elle s'est battue pendant 10 ans pour faire libérer ses gars. Puis c'est devenu plus que ça. Quand elle a vu les conditions dans le milieu carcéral de l'époque, là, tu sais, mon père, c'est de l'humiliation, là. Il le foutait à poil dans une cellule, puis il fallait qu'il gagne ses morceaux de vêtements. Des fois, c'était des 24 heures et demie sur 24. Jacques, il battait comme il sautait dans sa cellule, il battait comme ça pour le fun. Donc, moi, ma grand-mère, vu que c'était la mère des frères Rose, elle avait de l'attention médiatique, donc elle racontait tout ce qui se passait en prison. Puis c'était un peu devenu la maman du milieu carcéral. Puis toutes les luttes que mon père et mon oncle ont participé avec d'autres détenus pour gagner des droits. Parce que quand il est sorti, il est rentré, c'était épouvantable. Puis quand il est sorti, il avait le droit de faire des études, il avait le droit de faire des pièces de théâtre, il avait le droit d'avoir des visites dans des roulottes, tous des trucs qu'il n'y avait pas il y a à peine 10 ans. Donc, eux, ils se battaient en dedans, puis elle, dehors, elle racontait ce qui se passait, puis elle sensibilisait la population à ça. Tellement que, tu sais, Simon, ma grand-mère, pour moi, c'est une remarquable oubliée parce qu'on en parle très peu aujourd'hui. Mais à l'époque, elle était tellement présente dans les médias, Ouais, puis ouais, c'est ça que j'ai cru comprendre. Comme on l'invitait à des ça, émissions, elle répondait à des lignes ouvertes aussi. C'est comme exact. Gotti, là, bravo. Ah ouais, mais il fallait avoir du courage, là, tu sais. Elle Incroyable. fallait, elle allait sur l'échafaud, là. Le monde traitait ses fils de tueurs, de meurtriers. Puis elle reste calme, candide, Ouais, répond, c'est ça. beaucoup bienveillante. Ça prend toute une force de caractère. Oui, vraiment. Puis, Puis elle avait beaucoup de charisme aussi. Là. Quand elle ouais. parle, les gens rient à ses blagues, les gens l'écoutent. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui était. En fait, on voit, c'est ça qu'on réalise. On réalise que dans la famille, ça a ça en soi, là, l'espèce de militantisme qui est ancré dans une bienveillance puis dans le social, en fait. Exact. Puis elle, qu'est-ce qu'elle a permis, c'est d'humaniser ses fils, parce que c'est sûr qu'il y avait l'étiquette de terroriste, puis tu sais, les frères Rose pendant ces années-là, c'était vraiment, ils en ont fait vraiment des personnages 2D, comme il y en a qui me racontent qu'ils avaient peur, qu'ils faisaient des cauchemars avec les frères Rose la nuit, là, tu sais, ils en ont fait vraiment des symboles forts, tandis Mhm. que moi, ma grand-mère, elle humanisait ses fils, puis les gens, souvent, ils leur disaient dans les lignes ouvertes, ils disaient, Madame Rose, on n'est pas d'accord, qu'est-ce que vos fils ont fait? Mais vous, on vous aime parce qu'elle était capable de parler. Tu sais, elle avait un langage ouvrier, elle parlait. Ouais. Elle n'a jamais fait d'études en communication, ma grand-mère, mais elle avait un sens de la répartie et elle était tellement capable de défendre de ses idées qu'elle a été adoptée par beaucoup de personnes. Puis un des éléments qui fait que mon père a finalement été libéré de prison, c'est que justement, là, c'est un élément important du film, c'est mon père, on lui a refusé de voir sa mère sur son lit de mort. Tu sais, c'est un droit Ouais, comme ouais. n'importe quel détenu, pour n'importe quel crime, a droit à ça. Mais vu que c'était Paul Rose, puis qu'il voulait le briser, puis que c'était un symbole politique, ils lui ont refusé ce droit acquis-là, même si le médecin disait faut qu'il vienne, faut qu'il vienne, faut qu'il vienne. Puis là, c'est à ce moment-là que mon père a décidé d'enregistrer une cassette clandestine où il se raconte à sa mère. Mhm. Puis là, il parle, tu sais, moi, j'ai jamais vu mon père comme ça. Il se révèle totalement. Puis il parle de son monde intérieur, justement.
de l'amour pour sa mère, l'amour du territoire, les valeurs qu'il lui a données et tout. Elle a pu l'écouter avant sa mort. Donc ça, c'est sûr que cette cassette-là est importante. Mais quand les gens ont appris que Paul Rose n'avait pas pu voir sa mère sur son lit de mort, il y en a qui se sont indignés. Ça a vraiment fait une tollée. Puis le monde disait, on n'aime pas Paul Rose, mais ça se fait pas, une mère, tu fais pas ça à une mère. Puis ça l'a aidé justement à faire libérer mon père quelques mois plus tard, tu sais, parce que là, Libération conditionnelle avait une grosse pression parce que Paul Rose a été le dernier des Felkis à sortir parce que c'était celui qui était le plus connu, puis c'est celui qui en ont fait le symbole, tu sais. Ouais. Mais ton père a pu aller aux funérailles, par exemple. Ça, c'était correct. Exact. Ça, c'était correct. Mais d'ailleurs, c'est un moment vraiment, vraiment touchant du film, là. Ton père a un peu essayé de récupérer le moment qu'il n'avait pas eu avec sa mère qui est encore vivante avec un très beau discours. Mais il a pu aller au funérailles, mais il n'a pas pu la voir vivante. C'est un peu, j'imagine, une forme de violence psychologique. On essaie de le casser encore un peu plus. Il y a un peu de ça. Mon père ne fitait pas dans le moule en prison. Tu sais. En prison, là, la conception, c'était en punitence. On t'enlève 10 ans de ta vie. Puis, tu sais, il y avait l'expression «je fais mon temps». Moi, mon père, il disait «je fais pas mon temps, là. Je continue à grandir comme homme, là». Puis, tu sais, il a milité en dedans, tu sais. Il a fait des manifestations. Je veux dire, c'était pas 10 années super agréables, mais il a continué à évoluer comme personne. Puis souvent, les gens en prison, libération conditionnelle, c'était avez-vous des regrets, puis des trucs comme ça. Puis mon père allait jamais là-dedans parce qu'il disait j'ai jamais voulu la mort d'un homme, là. J'ai jamais voulu ça dans mon action. Mais dire que je regrette, c'est dire les raisons pour lesquelles je l'ai faite. Je regrette, puis je regrette pas. Je veux dire, être remis dans le même contexte, j'aurais probablement fait la même chose. Tu sais, aujourd'hui, mon père, en 2012, tout ça, il disait la violence n'a pas sa place parce que les gens peuvent s'exprimer. Les jeunes ont un excellent outil qui est les réseaux sociaux, tout ça. Mais tant que tu peux prendre la rue, la violence n'est pas justifiée. Et puis nous, en 2012, on l'a connu. Le moment où ça a dérapé, c'est quand ils ont mis leur loi anti-manifestation. Avant, c'était quand même assez festif, puis le monde parlait de leurs idéaux. Mais après cette loi-là, on l'a vécu. C'est là que les manifs sont devenus des émeutes. Donc, je trouve qu'il y a une leçon là-dedans. Puis, non, c'est ça. Mon père, ils ont tout le temps essayé de le briser. Ça a été 10 ans parce que c'était un leader en dedans. Il changeait de prison. Ils ont même essayé d'en envoyer dans une prison canadienne où il serait probablement fait tuer, là. Puis ça n'a pas fonctionné. Petite parenthèse, il y a un moment dans le film où justement on demande à ton père qu'est-ce qu'il va faire après. J'ai plus ou moins compris c'était qui lui demandait ça parce que lui il dit qu'il va faire des études puis tout ça, puis ils ont pas l'air contents avec ça, mais j'ai comme un peu manqué. C'est qui demande ça? C'est c'est les libérations conditionnelles. Mais comment ça, il y a un tape de ça? Tout ça est enregistré normalement? Où c'est que tu as trouvé ça? Mon père, c'est un ratour. Ah, OK, c'est lui. C'est pour ça qu'il a gardé son enregistreuse dans ses poches. OK, très fort. Il l'a donné à son avocat pour justement montrer comment que ça se passe. Wow, c'est vraiment exclusif. Tu sais, quand tu as trouvé ça, tu as dû faire comme wow, ça c'est petit bijou. Surtout que, tu sais, aujourd'hui, un prisonnier qui dit la première chose que je veux faire, c'est retourner aux études. Là, ça me semble que c'est bon. Bravo, là. Mais là-dedans, c'est comme, tu n'as pas honte d'aller étudier, va dans le shop. Il dit tu fais du politique, c'est ça. Tu veux faire de la politique. Non, je veux juste étudier, connaître le Québec. Puis tu dis non, tu veux faire de la politique, ça passe pas. Là. C'est fou, pareil. Éduque-toi pas, va travailler. Aujourd'hui, tu dis c'est inconcevable d'un discours de même, mais ça devait être dans les préjugés de l'époque. Là. C'est comme non, là, va travailler dans le shop. Puis mon père, il maintenait. Tu sais, mon père, là, aux libérations conditionnelles, puis eux, il capotait. Il dit moi, qu'est-ce que je veux faire? C'est je vais aller aux études. Je vais étudier. Je veux créer un parti politique. Tu sais, je veux continuer à militer, mais tout ce qu'il dit là, dans la cassette, ça a été les 30 dernières années de sa vie. Il a fait exactement ça. Mon père, il a écrit à l'autre journal. Mon père, il a fait une maîtrise, un doctorat en sociologie. Tu sais, il a été même chef d'un parti politique qui s'appelle le PDS. Qui est un peu l'ancêtre de Québec solidaire. Ça, je savais pas ça. Je n'étais pas au courant de ça. Fait qu'il y a un lien quand même entre les Roses puis Québec solidaire. Il y a un moment aussi, on voit que le PQ a essayé de faire passer une motion, puis ça a été refusé par René Lévesque. Donc, je pensais qu'il y avait un lien plus fort entre le PQ et les Roses qu'entre Québec solidaire puis les Roses. Ça m'a quand même surpris. Du tout, parce que le PQ, à l'époque,
sais, souvent, les médias, justement, pour leur faire peur, associaient PQ au Mhm. FLQ. Les Donc, ils autres n'aimaient faisaient pas ça. tout. Mais non, tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens qui étaient sympathiques au FLQ, comme Gérald Godin, là. Ouais. Mais la majorité des gens PQ, même il y en a qui avaient des sympathies personnelles, prenaient toujours les distances, puis ils étaient toujours les premiers à parler contre le FLQ parce qu'ils ne voulaient pas être associés à eux. Puis le congrès dont tu parles, moi, je trouve que c'est un des moments important parce que tu vois René Lévesque sur d'une autre facette. On le Ouais. présente toujours comme un grand démocrate, mais à ce moment-ci, tu sais, c'est le congrès, là, les gens ont voté unanimement. Tu vois, mon oncle arrive, tu sais, il a demande simple, là, c'est pas, il n'a pas dit je veux libérer les gens du FLQ en prison. Il a dit j'aimerais ça que les gens qui sont dans des prisons fédérales soient transférés dans des prisons provinciales parce qu'on a des comptes à rendre au Québec et non au Canada. Puis il y avait eu d'autres trucs qui avaient adopté, comme l'avortement, quelque chose pour permettre l'avortement et tout. Et René Lévesque était tellement fâché de ça, là, l'ovation de mon oncle, puis les mesures Ouais. adoptées, qu'il est parti, puis qu'il a menacé de démissionner. Ouais, Il a ouais, dit, ouais, c'est gros là quand même. Menacer de c'est ça. démissionner si on passe ça, c'est pas un petit geste là. On dirait que ça passe entre les craques de l'histoire. J'avais pas entendu parler de ça moi. Mais oui, il a fait quelque chose qui s'appelle le René Random, qu'on a appelé ça, les journalistes ont appelé ça de même. Puis il a fait un vote pour faire annuler le congrès. Ben voyons donc. Il a mis sa tête sur le bio. Il a dit si le congrès-là est annulé, je démissionne. Donc là, C'est très antidémocratique là, quand exact. tu proclames que tu veux libérer un peuple de manière démocratique. C'est quand même c'est fort. Exact, c'est ça. Tandis que mon père, c'est sûr que lui, qu'est-ce qu'il voulait en sortant? Puis, tu sais, il n'y avait pas de. Je veux dire, il n'était pas anti-PQ, là. Je veux dire, lui, il veut Mhm. l'indépendance. Au moins, il y avait. Mais il trouvait que ce qui manquait, c'était un parti ouvrier. Puis, justement, le PDS allait un peu dans ce sens-là, qui est devenu l'UFP, l'Union des forces progressives. C'est là qu'il a rencontré Amir Kadir. Il a milité avec Amir Kadir. Puis après, c'est devenu Québec solidaire. Mais pour lui, c'était au moins que cette voie-là, plus ouvrière, plus de gauche aussi, Ouais, ouais, ouais. soit entendue. Puis, tu sais, il n'était pas dupe là, dans les années 90 là, avec l'ADQ, le PQ, le Parti libéral. L'idée, c'est que le parti puisse exister, puis que les idées existent, puis qu'il y ait 80 candidats qui puissent se présenter, mais il n'y avait pas d'objectif de gagner. Puis mon père, la réalité, c'est qu'il n'avait même pas le droit de se présenter. Avoir gagné, il n'aurait pas pu, parce que vu qu'il est encore sur une peine, OK. il y a eu deux fois la vie. Mon père avait le droit d'être chef d'un parti, mais il n'avait pas le droit de se présenter député. Ah ouais, Puis OK. ça avait fait une tollée. Puis, tu sais, quand il a parlé justement aux députés du Sinn Féin qui étaient dans l'Irie, eux, ils trouvaient ça inconcevable. Tu sais, c'était tous des gens qui avaient posé des bombes puis qui étaient au Parlement. Puis il dit, comment ça que tu n'as pas le droit de te présenter? Ça n'a pas de bon sens, mais c'est une règle qu'on a ici au Québec puis au Canada, tu sais. OK. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai comme découvert dans ton documentaire, ben, je le savais un peu, mais comme je ne savais pas à ce point-là, c'est que c'est vraiment finalement le social qui a amené ta famille, les causes sociales qui ont amené ta famille à entre guillemets, radicaliser. Parce qu'on dirait que dans l'opinion populaire, je ne sais pas si c'est ce que tu sens, mais c'est comme le FLQ, c'était violent, puis il voulait faire un Québec indépendant par la force, par la violence, puis c'est ça, puis c'est tout. Mais ça passait vraiment d'un élan de solidarité hein, à la base. Exactement. C'était se sortir, tu sais, de l'oppression, des conditions de vie inhumaines, des injustices. Tu sais, aujourd'hui, je pense que pour tous les descendants des Canadiens français, on peut aspirer au meilleur. Mais dans ce temps-là, tu sais, je veux dire, tu pouvais pas sortir de ton milieu, tu étais comme prisonnier de ton milieu. Puis c'était ces luttes-là. Tu sais, mon père, c'est sûr que c'est les luttes sociales, c'est ça qui l'a interpellé en premier. Puis quand il a commencé à lire, moi, il m'a raconté, tu sais, il n'y avait pas de bibliothèque à son école, il y avait un gros baril, puis tu piges là-dedans, puis fouille-toi un vieux livre avec pas de pochette. Il était tombé sur un livre qui s'appelle Les Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé. Puis ça lui a un peu ouvert les yeux entre justement les espèces de conflits entre anglophones et francophones qu'il ressentait, mais qu'il ne pouvait pas mettre les mots parce que ça explique, genre, deux amis, un Écossais puis un Canadien français, qui sont amitiés, mais qui se retrouvent dans deux camps ennemis pendant les plaines d'Abraham. Donc, lui, ça lui a ouvert les yeux, puis c'est là qu'il a dit, OK, pour pouvoir se libérer, les injustices sociales parce que c'était une communauté qui en dominait un autre. C'était les Mhm. anglophones de l'époque
C'est eux qui avaient les shops, c'est eux qui étaient comme en haut, qui avaient les gros postes. C'est vrai qu'il y avait une bourgeoisie canadienne-française, mais elle était minuscule comparativement à ceux qui travaillaient dans les shops. Eux, ils voyaient l'indépendance du Québec comme une façon de se réapproprier ça, puis qu'il n'y ait plus d'inégalité sociale, puis que tu viennes de Ville-Jacques-Cartier, tu as les mêmes chances que si tu viens de Westmount. Tu sais, Ouais. c'était vraiment ça l'optique. Tu sais. Est-ce que c'était un peu ton but en faisant ce film-là de réhabiliter un peu ton père puis ton oncle, raconter l'histoire un petit peu mieux? Est-ce que c'est parce que tu sentais que quand on parlait de ça, on retenait pas les bonnes affaires, que l'opinion populaire était pas nécessairement assez informée par rapport à ça? C'était-tu un peu le but de ton film? Ben, moi, le but, c'était vraiment comprendre. Tu sais, moi, ma démarche personnelle, c'est comprendre ce qui a amené des gens qui sont pacifiques à la base à la base de commettre des gestes très graves. Puis, tu sais, moi, je banalise pas la mort de Pierre Laporte dans mon film. Puis, tu sais, c'est une tragédie, là. Puis, l'idée, c'est pas de banaliser ou d'excuser. Puis, tu sais, mon père, mon oncle, ils n'ont jamais voulu être habilités. Ils n'ont pas cherché ça. Tu sais, mon Ouais, père, mon ouais, ouais. oncle, je l'ai forcé, là, à faire le documentaire, là, Ouais, tu sais. ouais, ça, tu peux-tu en parler un peu? Parce que j'ai vraiment trouvé que c'était quelque chose de beau dans ton documentaire là, pour expliquer un peu aux gens. Bon, tu répares, tu rénoves un peu sa maison qui est aux couleurs du Québec, du drapeau du Québec, qui est une maison, je dirais pas en ruine, mais il y a quelque chose de symbolique là-dedans une maison aux couleurs du Québec un peu en ruine qu'on rafistole puis qu'on rénove. Comment ça s'est passé, ça? Il t'a demandé de rénover sa maison, puis en échange, c'est ça, c'est toi, Exact. tu as fait des entrevues. Exact, parce que Jacques, il voulait pas. Quand mon père est décédé, je pouvais pas faire le film sans Jacques. Puis pendant 2 ans, je l'ai vraiment achalé, puis il voulait rien savoir. Puis un jour, il m'appelle pour rénover sa maison, poser des fenêtres. Puis tu sais, il fallait qu'il soit mal pris parce que moi, j'ai 10 pouces, là. J'ai aucune capacité manuelle. Donc, il devait vraiment être dans la merde, honnêtement. Donc, moi, j'ai dit, OK, je vais le faire, je vais venir une semaine, mais tout ce que je te demande, c'est de m'accorder au moins 1 heure ou 2 heures d'entrevue par jour. Puis il a dit, OK, c'est correct. Donc, je suis allé avec mon meilleur ami Éric Piccoli, qui est un proche de la famille, qui a fait la caméra, puis Jacques ne le voyait plus à un moment donné. Donc, OK. qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on faisait la construction le jour, donc c'était très éprouvant physiquement. Puis en fin de journée, il m'accordait des entrevues, puis là, 1 heure devenait rapidement 3 heures. Puis on était tellement fatigués qu'on disait que. Puis il voyait tellement pas Éric qu'il n'y avait plus de filtre. Ah Il ouais. s'est totalement révélé. Ça devenait vraiment un échange honnête entre un neveu et son oncle. Puis tu sais, j'ai apprécié parce que même mes tantes qui ont vu le film, ils ont dit Jacques n'est jamais allé dans ces zones-là. Ah Même ouais. nous, on n'en a jamais parlé. Tu sais, c'est la première fois qu'il se révélait comme ça. Donc, c'était vraiment un moment unique dans notre vie. Ben, j'imagine pour toi aussi, là, tu sais, pouvoir parler à ton nom comme ça, de cette manière-là, sur des trucs aussi personnels puis aussi délicats qui t'accordent cette confiance-là à quelque part, c'est quand même exceptionnel, là. J'imagine que ça t'a touché. Non, ça m'a touché. Jacques, il faut le dire, c'était le meilleur ami de mon père. Puis il venait souvent chez nous, il faisait des rénaux. Il y avait un autobus jaune, on tripait là, une mini maison dans un autobus jaune. Il restait des fois 2, 3 mois à la maison pour faire des rénaux, puis il nous amenait au cinéma. Tu sais, c'était le mononcle gâteau, il n'y a pas d'enfants. Donc, il nous a toujours traités comme si on était ses enfants. Donc, j'étais déjà très proche, mais j'ai jamais pu aller dans ces zones-là. Puis les zones où j'ai pas pu aller avec mon père parce qu'il est décédé subitement, Ouais. j'ai pu y aller avec Jacques. Puis, tu sais, il a pu me raconter tu sais, il me racontait qui était encore plus mon père, Ouais, puis ouais, ouais. la famille. Donc, c'est sûr, ça a été difficile pour moi d'aller dans ces zones-là aussi. J'imagine. Mais je trouvais que c'était important puis qu'il fallait le faire, tu sais. Fait que tu dis que tu n'as jamais vraiment pu explorer, tu n'as jamais vraiment jasé de ça avec ton père, les événements, tout ça, en surface ou même pas du tout? Ben, j'en ai parlé, comme je te dis, peu de temps avant sa mort. On Ah commençait, ouais, là. hein. Mais j'étais vraiment, tu sais, j'ai eu les grosses lignes, mais j'ai pas pu aller aussi loin qu'avec Jacques, parce que Ouais, c'est ouais. sûr que je commence le documentaire, tu t'en vas pas tout de suite dans le costaud, là, tu sais, mais quand je me sentais tellement coupable de pas pouvoir de pas l'avoir fait avec mon père, puis après, je suis devenu une espèce d'obsédé, puis obsessif, puis j'ai fait des entrevues avec des Felkis pendant 8 ans, qui ne sont pas même pas dans le film, qui vont Ah ouais, sortir OK. une série télé sur le meurtre de Mario Bachand que je fais en co-réalisation. Tu Ah sais, c'est un ouais, cool. C'est bon à docu. savoir. Très, C'est ça, très je nice. faisais avec Flavie Payette-Renaud, Féric Piccoli, puis les journalistes Antoine Robitaille et Dave Noël. Puis OK. à travers l'histoire de Bachand qui était assassiné à Paris, on fait toute l'histoire du FLQ. Mais tu vois, cette partie de cette démarche-là, d'aller des témoignages de personnes qui n'ont jamais parlé, ça va être dans cette série-là.
Mais l'idée, c'est de laisser des traces, puisque les Felkis sont très peu parlés. Puis je veux que les historiens de demain accèdent à ce point de vue qui est rare, tu sais. Que ce soit pas juste le point de vue politique ou journalistique, mais que le point de vue de ceux qui ont fait les événements puisse exister pour qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé, puis pour pas que ça se reproduise aussi. Tu sais, il y a une leçon là-dedans. Là. Moi, je pense qu'il y a une Oui, leçon. oui, ouais, tout à fait. Puis en écoutant ton documentaire, en tout cas, je le conseille aux gens, allez voir ça. C'est probablement une des histoires les plus incroyables, les plus hollywoodiennes, là, quelque part. Là. Je comprends pas qu'on ait jamais fait de film à grand déploiement là-dessus parce que c'est absolument, tu sais, c'est plein de rebondissements. Moi, je me demandais, quand tu as fouillé, tu as commencé à gratter parce que tu savais pas tout, là, j'imagine, tu as découvert des affaires en fouillant des archives, en parlant aux gens. Est-ce que tu avais peur un peu de découvrir peut-être des affaires qui te font changer d'avis sur ton père ou qui te disent comme, ah, ça, je suis moins d'accord, puis ça change ta vision des choses? T'avais-tu cette crainte-là en te lançant là-dedans? Ben, c'est sûr que, tu sais, je vais dans une zone très personnelle. Donc, tu sais, t'as peur peut-être. C'est sûr qu'il y a tellement de choses qui sont dites sur mon père, là, que, tu Mhm. sais, c'est vrai que tu as peur de tomber sur des trucs qui changent la vision que tu as de l'homme, mais c'est jamais arrivé. Je te dirais que toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est sûr que j'ai découvert mon père autrement. L'homme, le père de famille n'était pas le militant de 25 ans, mais il y avait quelque chose qui restait, c'est une cohérence. C'est un homme qui est resté cohérent toute sa vie. Puis justement, on voit ça dans le film, le avant, là, tout le militantisme avant puis après octobre, Ouais. puis après sa sortie de prison, dont tous les gens qui l'ont connu avaient à peu près le même portrait de mon père, comme quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, quelqu'un à l'écoute, quelqu'un qui croit à la démocratie, sauf quand la démocratie n'existe plus. C'était la conception qu'il y avait eue en 70. Donc, non, qu'est-ce que j'ai découvert? Sur mon père, c'est assez positif. Mais c'est sûr que moi, je suis resté dans le cocon familial, je suis resté dans les gens proches. Ouais. Vu que c'est subjectif, tu sais, j'ai pas une démarche journalistique où je vais aller voir des gens qui détestent mon père parce qu'il y en Ouais, a, ouais, non. c'est nombreux, tu sais. Je restais dans le point de vue familial, tu sais. C'est sûr. Puis je pense pas que ça aurait aidé le film de toute manière. Puis je trouve ça important aussi que tu mettes l'accent sur à quel point ton père a fait avancer des choses, beaucoup, beaucoup de choses de manière non violente et Ouais. pacifique. Là, tu sais, on dirait que finalement, ce que beaucoup de gens retiennent de lui, c'est un événement, c'est ce petit événement, ce gros événement-là là, qui a changé beaucoup de choses. Mais au final, ton père, à sa sortie de prison et tout ça, je veux dire, il a fait beaucoup, beaucoup de choses positives dans la non-violence et dans le pacifisme. Là. Oui, exactement. Écoute, quand il y a eu la guerre justement en Irak, il y a eu une grosse manifestation monstre à Montréal, était dans ces organisations-là, ces manifestations-là. Même chose pour le sommet des Amériques en 2001. Tu sais, jusqu'à sa mort, il n'a pas arrêté. Puis en 2012, il était dans la rue là, avec ma sœur qui était étudiante, qui portait son carré rouge. Mhm. Puis il revivait un peu dans une autre mesure qu'est-ce qu'il avait vécu plus tôt, parce que on en parlait tantôt lui, quand il y a eu la loi anti-manifestation, puis qu'il a vu qu'il y a des gens, il y avait eu l'émeute de Victoriaville, il y a même quelqu'un qui avait perdu un œil, Oui. dont lui, il se revoyait, puis il disait le gouvernement fait erreur. Je veux dire, si tu es baveux avec eux, comme Jean Charest à l'époque, tu les Ouais. écoutes pas, tu n'acceptes même pas de les amener dans la tasse, tu fais même pas semblant de négocier, là. C'est à quoi tu t'attends? Tu penses que les gens vont retourner chez eux puis ça va se terminer? Au contraire, les gens vont être frustrés puis c'est là que la violence va être Ah, utilisée. Tu sais. c'est toujours là que la violence explose quand on se fait rappeler que ça n'existe pas la démocratie. Vous ne vivez pas en démocratie, c'est comme on vous écoutera pas, ça nous intéresse pas, peu importe le nombre de personnes que vous êtes. Si ça nous plaît pas, c'est nous qui mène pendant 4 ans. Fait que vous changerez pour quelqu'un d'autre après ça, puis ce sera probablement le même genre de personne. Mais ouais, quand on rappelle aux gens qui n'ont pas vraiment de voix, c'est là que ça peut devenir frustrant puis violent. Exact, là, la démocratie, c'est pas une journée aux 4 ans. Là. Mhm. Non, c'est ça. C'est exact. Là. Mais je me demandais, toi, c'est quand même une situation particulière parce que toi, tu as grandi avec ton père, mais ton père, je veux dire, il avait fait de la prison avant, il y a eu les événements, puis tout ça, mais toi, tu n'as pas connu ça. Là. Tu sais, ton père, c'était comme un père normal, comme le mien, à la limite. Ça. Mais est-ce que tu sentais qu'il y avait tout ce bagage-là ou il ne le faisait pas sentir du tout, puis c'était juste, il avait tourné la page, puis c'était quelqu'un, c'était un père comme les autres? Nous, on était dans une bulle familiale, tu sais, un noyau serré. Tu sais, la famille Rose, ma mère, ma sœur, tu sais, on a toujours été protégés du personnage public longtemps. Tu sais. Donc, c'est sûr que oui, je me posais des questions, mais on était quand même protégés.
Puis mon père était un activiste, travaillait à la CSN. Puis mon père était dans le présent, il n'était pas dans le passé. Puis souvent, le monde, tu sais, j'en ai vu des anciens du FLQ là, qui sont traumatisés encore, qui ont des J'imagine, ouais. séquelles, qui font des cauchemars la nuit. Mais mon père n'était pas là-dedans. Tu sais, je dis pas qu'il n'y a pas eu de séquelles, il y en a sûrement eu, mais on les sentait pas. Puis c'est un homme fort, puis tu sais, il a quand même été Paul Rose là, pendant 12 ans, là, c'était l'ennemi public numéro un. C'est fou. Il en parlait à tous les jours dans les journaux. Ils ont mis toute l'armée du Canada à leur trousse là, en octobre 70. Je dis, c'est quand même, ça devait quand même être dur à porter, mais on le sentait pas. Je veux dire, c'était un homme positif, c'était un homme qui était joyeux. Lui, il s'investissait dans toutes les causes. Il a travaillé pour les garderies, les conflits CCPE, conflits ces caisses populaires de Brossard. Donc, il était dans le présent, puis il revenait très peu dans le passé. Puis les fois qu'on l'a ramené au passé, c'était tout le temps les anniversaires d'octobre. Tu sais, moi, OK. j'ai vécu le 30e et le 40e. Puis c'est peut-être les moments que là, on l'a le plus senti parce que le téléphone n'arrêtait pas de sonner à la OK. maison. Mon père refusait 95% des entrevues, puis ceux qui acceptaient, c'est ceux qui n'allaient pas parler juste des événements en soi, mais qui allaient au moins parler un peu des motivations et du contexte. Mhm. Mais c'est pour ça qu'il a donné peu d'entrevues dans sa vie, parce que quand il se retrouvait dans les médias, c'était toujours les mêmes questions. Qu'est-ce qui s'est passé sur Louis Armstrong? Comment Pierre Laporte est mort et tout ça? Puis mon père répétait tout le temps la même affaire. Tu sais, il disait, on n'a pas voulu sa mort, c'est arrivé. On va jamais dire que c'est un accident parce que quand tu enlèves quelqu'un, la personne meurt, c'est pas un accident. Puis on va pas dire c'est qui parce que on n'était pas les quatre là quand c'est arrivé. Mon père était pas là, Bernard Lortie non plus. Mais il n'y en a pas un qui est plus responsable que les quatre autres. On veut pas qu'il y en ait un qui a une charge plus importante que les quatre autres, dont il a assumé la responsabilité à quatre. Mais c'est sûr que les journalistes, ils étaient frustrants parce que là, ils étaient frustrés parce que là, ils voulaient tout le Ouais. temps chercher le scoop, le scoop. Ouais, 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 exactement. C'est plus ça que j'ai vu, mais mon père, tu sais, à chaque fois, il essayait de remettre ça dans son contexte, mais c'est Ouais. ça, c'est ça. Veux-tu qu'on le fasse ça un peu? Parce que j'ai l'impression qu'il faut encore le faire parce qu'on dirait que à chaque fois qu'on parle de ça, on dirait qu'on retient comme une espèce un assassinat sanguinaire puis tout ça, mais c'est pas exactement le cas. Je sais pas si je me trompe, mais est-ce que tu as l'impression que dans l'opinion populaire, c'est comme ça qu'on le voit ou la vérité refait surface puis les gens ils savent l'histoire? Tu penses-tu que les gens Mais ils savent? je pense que dans l'esprit populaire, le monde pense que Pierre Laporte a été tué par Paul Rose. C'est souvent ça qui est Ah resté. ouais, ok. Encore. Mais parce que Paul Rose a été le premier à avoir son procès, puis même s'il y avait des preuves comme quoi il n'était pas là, je veux dire, tout le monde le sait, c'est dans des rapports d'enquête, là. Ils ont vu qu'il était déjà connu à cause de la Maison du Pêcheur, qui était un activiste connu. Ils ont voulu en faire un symbole. Puis son procès, ce qui était les dépipés, tu sais, ça a été genre épouvantable comme procès, mais ils ont toutes mis les charges sur lui. Puis, tu sais, les autres ont eu des charges, mais ils en ont vraiment fait le responsable, le premier. Tu sais, le monde, ils veulent pas diluer ça à quatre, là. Ils veulent un Ouais, ouais, coupable, ouais. là. Puis ça Ouais, a mais, été. mais, mais est-ce que ton père un peu a pris cette charge-là? C'est dit comme, regarde, si je peux enlever un petit peu de poids sur les autres, je vais le prendre, puis j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça, non? Je me trompe? Ben, il l'a accepté. Puis moi, tu sais, il était le premier. Puis lui, qu'est-ce qu'il dit? À un moment donné, il dit bien à Laurando, il dit, moi, tu sais, la peine du cours du banc de la reine, là, elle décide qu'est-ce qu'elle Ouais, veut, ouais, là. ouais, ouais, c'est pas Mais de mes moi, tu affaires. sais, nous, dans notre tête, on est les quatre autant responsables. Puis, tu sais, c'est lui qui a eu le plus de blâme. Il a eu 2 fois la vie. Puis, il a été accusé de meurtre, de kidnapping, même si dans les faits, il n'était pas là. Donc, c'est sûr que Ouais. ça change tout. Mais en même temps, mon père a toujours assumé. Puis, il ne faut pas oublier que quand Pierre Laporte a été retrouvé mort sans vie dans une voiture, ils ont dit que c'était eux, là. Ils ont Bon, ils dit l'ont qu'ils revendiqué, ouais. l'ont revendiqué, probablement pour des raisons politiques, Mhm. pour dire justement, tu sais, je pense pas qu'ils voulaient dire que c'était un accident et tout, donc ils ont fait ça sur des raisons politiques, mais c'est sûr que dans le film, moi, en tout cas, l'interprétation que j'en fais, c'est que tu comprends très bien à travers Jacques Rose que ils n'ont jamais voulu que ça arrive. C'est qu'ils se sont retrouvés dans une situation pas possible. C'est que Pierre Laporte, il ne faut pas oublier qu'il avait écrit une lettre à son gouvernement, à Robert Le Bourassa, qui dit, écoute, je suis bien traité, négocie, envoie pas la police à mes trousses. Puis Pierre Laporte était quand même assez confiant là, qu'il Ouais. allait négocier. Puis qu'est-ce qui s'est passé?
c'est au lieu de faire ça, au lieu de faire semblant de négocier, parce que dans la vérité, il aurait pu faire semblant, Mhm. il était facile à trouver, il était déjà fiché, puis il aurait même pu faire semblant de les mettre dans un avion puis les garder ici et tout ça. Ils ont Gagner du décidé temps. de Ouais. gagner du temps et tout, puis ils ont essayé une autre stratégie, c'est qu'ils ont récupéré l'événement qui était quelque chose de... C'était disproportionné. Ils ont fait la loi des mesures de guerre, Ouais. quelque chose qui avait été pas vu depuis des dizaines d'années et qui était une réaction beaucoup trop forte par rapport à la menace. C'était pas une révolution organisée, là. Il y était 30 personnes, puis, mais ils ont fait à croire qu'il y avait une réelle menace, puis ça en ont servi pour faire de la répression Ils ont partout au foutu le Québec. Québec à l'envers, en fait, là. C'est Arrêter ça. n'importe qui pour n'importe quelle Exact. raison. Si t'es de près ou de loin, peut-être un peu associé à en prison. Let's go. Exact. C'est pour ça que Octobre est encore un traumatisme collectif pour les gens qui l'ont vécu, parce que personne ne pouvait imaginer ça en démocratie. Puis eux, c'était vraiment, on va détruire le mouvement indépendantiste, on va détruire les nationalistes. Trudeau, le Trudeau père avait ce Mhm. discours-là, mettre les nationalistes au pas, c'est ça qu'il disait. Puis là, ça rue Armstrong, c'est sûr que cette panique qui a travers le Québec est venue, ça rue Armstrong, parce que Pierre Laporte écoutait ça à la radio. Puis là, il se sentait complètement abandonné par son gouvernement. Il est devenu dépressif, il a paniqué, il a essayé de s'enfuir, il s'est lancé à travers une fenêtre, il s'est gravement blessé. Puis après, il y a eu une séquence d'événements qui a amené à sa mort. Ouais, ouais, Mais ouais. même si il faut dire que la responsabilité première est aux gens qui l'ont enlevé de sa mort, il Oui, reste que oui. Ça, sans c'est loi sûr. des mesures de guerre, je ne crois pas que Pierre Laporte aurait été retrouvé sans vie. C'est vraiment la loi des mesures de guerre qui était tellement une réaction, c'était un coup de fusil sur une mouche, là, que ça a amené une situation impossible, là. Ouais, ouais. Donc, c'est ça. Il a essayé de se sauver, puis il s'est blessé gravement, puis ça a été, c'est ça qui a causé sa mort, au final, c'est ça? Ben, on comprend que dans le fond, puis ça, c'est pas des scoops là, que je te fais, Non, là, non, je sais bien, mais je veux le rappeler quand même aux gens. c'est ça. C'est Pierre Laporte, selon l'autopsie, il est mort par strangulation à cause de sa chaînette dans le cou. Puis dans les rapports les rapports comme Duchesne et compagnie, qu'est-ce qui serait passé? C'est deux aurait essayé de le calmer, puis sans le vouloir, il y a la chaînette qui aurait étranglé Pierre Laporte. Mais ça, c'est des trucs qui se sont écrits, dits et tout. Mais les gens du FLQ n'ont jamais voulu aller dans les trucs spécifiques parce qu'ils ne voulaient pas que, comme je dis, qu'il y en a un qui soit plus coupable que l'autre. Puis ils ne voulaient pas que ça soit perçu comme un accident parce que, je veux dire, tu enlèves quelqu'un, la personne meurt, c'est pas un accident, là, tu sais. Mhm, mhm, je comprends. Puis Ouais. j'imagine que ils se sont dit aussi, bon, ben, l'accident est arrivé, on a fait tout ça, on va au moins essayer essayer d'avoir quelque chose, là, tu sais, essayer de au moins envoyer un message ou je sais pas quoi, tu sais, sinon tu as l'impression d'avoir fait ça pour rien à quelque part, là, j'imagine. Ben, je pense que c'est un peu dire un message au gouvernement, tu sais, avec l'arrogance du gouvernement, c'est ça qu'il dit. C'est dire, écoute, vous avez joué avec la vie de Pierre Laporte, vous avez gamblé avec sa vie, Mhm, puis voici le résultat, tu sais. ouais. Parce que peut-être qu'eux, ils pensaient que le gouvernement s'est dit, ça va pas arriver, tu sais, on va faire qu'est-ce qu'on veut, puis tu sais, il est en sécurité et tout, mais avec la conclusion qu'il y a eu, c'était vraiment un message au gouvernement, disait, tu sais, il y a un peu de vous autres là-dedans, là. C'est ça que Jacques dit dans le film, tu sais. Ouais. Tu te sens comment, toi, maintenant, de voir le nom de Pierre Laporte à peu près partout? On dirait que ça a été comme récupéré de manière politique. On en a fait, bon, le grand martyr et tout ça. C'est quelque chose qui t'agace parce que je sais pas si tu veux nécessairement entrer là-dedans, mais il y a eu le livre là, Claude Lavallée, je pense. T'as-tu lu Ouais, ce ouais, livre-là? ouais. Ouais, 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 ouais. j'ai Où eu ça. finalement, on apprend que bon, il y avait peut-être des liens entre la mafia puis Pierre Laporte. Puis même que ça, je savais pas ça. On avait mis un micro dans le cercueil de Pierre Laporte à sa mort pour écouter. Il était sous écoute, là, finalement. Est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose d'agaçant là-dedans, de voir son nom partout? Je suis pas agacé parce que faut se remettre dans le contexte des années 70. Si on pense au pont de Québec, tu sais, c'était supposé être le pont Frontenac, mais ça a tellement été un traumatisme chez les Québécois, la mort de Pierre Laporte, là, que un mois plus tard, quand ils ont ouvert le pont en novembre 70, ils ont voulu rendre hommage à l'homme. Puis moi, pour moi, quand on pense à Pierre Laporte, on pense à la crise d'octobre. Tu sais, Mhm. c'est une façon de rappeler cette crise-là
Tu sais, je suis pas, tu sais, ça me dérange pas qu'il y ait des lieux de mémoire envers Pierre Laporte. Même au contraire, je trouve que c'est important de se rappeler parce que c'est quand même quelque chose une fin tragique, puis une Ouais, fin ouais. aussi qu'il a eu. Puis pour toutes, mettons, les rumeurs qui ont circulé par rapport à lui, parce que c'est sûr que c'est très présent, tu sais, j'ai fait mes recherches, Mhm. mais on a décidé de ne pas aller là parce que Ouais. l'idée, c'était pas de banaliser puis dire finalement, c'est pas si grave. Non, non, c'est dire, c'est grave, c'est très grave. Tu sais, il y avait une famille, il y avait des jeunes enfants. Donc, faut pas banaliser le geste. Donc, c'est pour ça que je suis pas allé là-dedans. Non, 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 je comprends, mais on dirait qu'à quelque part, il y a un peu de ceci explique cela, peut-être, là, dans le sens que j'ai l'impression que bon, le gouvernement, il savait ça, il savait que Pierre Laporte était sous écoute, était sous enquête, en tout cas, puis que quand il s'est fait enlever, j'imagine qu'à quelque part, ils se sont dit, bon, ben, peut-être on est un peu débarrassé d'un problème. Je pense pas qu'ils voulaient qu'il meure ou quoi que ce soit, là, mais on dirait que ça explique un peu leur attitude un peu nonchalante, non? Ça se peut pas? C'est une thèse. Oui, oui, c'est une thèse que j'ai entendue. Tu sais, je peux pas parler pour eux, Non, je mais sais bien. c'est une thèse qui se peut, là. Ça, c'est sûr. Hey, moi, il y a une affaire qui m'a fait vraiment capoter de ton film, c'est tout le après, toute la cavale, la fuite, les procès. Moi, j'étais zéro au courant de ça. En fait, j'en avais entendu un peu parler, mais c'est absolument hallucinant, là. La cavale, l'espèce de garde-robe doublée, le tunnel, puis tout ça. Est-ce que tu peux raconter ça un peu? Parce que c'est vraiment, ça vaut la peine d'aller voir le film, juste ne serait-ce que pour ça, même si tu n'es pas d'accord avec tout ça. C'est quand même une histoire rocambolesque. C'est au Québec, là, quand même. Mais c'est sûr que quand justement, après que Pierre Laporte a été retrouvé mort, dont eux, ils voulaient comme se cacher le plus longtemps possible. Tu sais, ils ne voulaient pas aller à Cuba. Il y en a qui ont été exilés à Cuba. Eux, Ouais. dans leur façon de voir, c'était on reste au Québec. Puis quand ils vont nous retrouver, ils savaient qu'ils allaient être retrouvés, on va les retrouver au Québec. Donc, ils sont allés chez des amis. Puis la première chose qu'ils ont faite, c'est que Jacques, là, c'est un talent, là, c'est un manuel, là, un concepteur. Il crée des cachettes, là. Il a créé une cachette dans une garde-robe là, avec un deuxième fond qui pensait vraiment à tout, puis avec de l'air qui circulait. Donc, quand ils sont descendus, sa rue Queen Mary, là, Bernard Lortie, ils l'ont retrouvé parce qu'il n'a pas eu le temps d'aller dans la cachette, ils l'ont retrouvé dans OK. notre garde-robe. Mais Francis Simard, mon père et mon oncle, étaient cachés dans un faux placard, ce qui fait qu'eux, ils pensaient qu'ils s'étaient enfuis. Puis, C'est que ça a fonctionné. Eux autres, ils étaient cachés pendant ouais, que ouais. les policiers étaient de l'autre bord, puis ils les entendaient, là. Ah, puis même le chef de police, le directeur de la sécu sont allés dans l'appartement, ils entendaient «On sont où les tabarnak? On va les retrouver!» Puis nanani, nanana. Puis écoute, ils sont restés là quasiment 24 heures, là, collés. Là. Aïe, aïe, Puis aïe. à un moment donné, il y a deux policiers qui faisaient juste rester. Ils Ah disaient ouais. «Écoute, on va-tu s'acheter du poulet, là? On va-tu. Écoute, ils sont allés s'acheter leur poulet. Puis ils n'ont pas pris les trois, ils n'ont pas pris 2 secondes. Ils sont sortis, ils ont pris un taxi, puis ils sont partis. Ouais, c'était leur moment, là. Fallait pas niaiser. Ah non, il ne fallait pas rien dire. Après, ils sont retrouvés dans une grange, beaucoup plus loin. Tu sais, une grange, tu sais, on est début de l'hiver, là, on est rendu novembre, il fait froid. Ils C'est une sont grange restés là. abandonnée ou la grange Grange d'un ami? abandonnée, à OK. Bonaventure. OK. Puis là, il y a des gens qui leur apportaient de la bouffe et tout, mais ils sont restés là quelques jours, voire semaines. Puis là, il y a un type qui connaissait bien, qui s'appelle Michel Vigé, qui était un militant du Arien de la Rive-Sud, qui s'est venu les chercher. Il a fait un faux déménagement, il les a cachés parce que, il faut dire que tout le monde cherchait les frères Rhodes. Là. Tu sais, il y avait des policiers partout au Québec, là, des barricades, ces routes. Donc, il les a bien cachés, il a simulé un déménagement, puis il les a amenés dans une ferme, sa ferme à Saint-Luc. Puis ils ont été cachés là pendant au moins un mois. Tu sais. Puis Jacques et les autres gars, ils ont construit un tunnel. Puis le tunnel, écoute, c'était vraiment impressionnant. Là. J'ai vu des photos, un tunnel qui fait que ça. C'est étroit, là. Et Ça a pas toi? l'air le fun d'aller là, là. Non, 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 c'était pas une partie plaisir, mais ils ont construit ce tunnel-là, qui fait que ça a été long avant qu'ils retrouvent, parce qu'il y avait des informations comme quoi les pharaons étaient là, mais ils débarquaient, puis ils n'étaient pas là. Puis écoute, ils devenaient fous, là. Ils ont saccagé toute la maison de Michel Vigée, là, mais ils ne les trouvaient pas. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, il allait brûler la maison. Puis là, c'est Michel Vigée qui a paniqué, puis il dit OK, ils sont dans le trou. Ils Parce ont que là, menacé de brûler la maison. ouais, ouais, Mais ils je veux ont dit dire, on va comment te tu peux faire ça? Comment ça peut être légal de faire des menaces de ce type-là? C'est hallucinant.
on n'était plus dans le légal. Avec la loi des mesures de guerre, tu sais, moi, ma grand-mère, elle a reçu une mitraillette sur la tête en se Ouais. faisant dire, si tu me dis pas où sont tes gars, je te fusille devant ta fille de 11 ans. Donc, les policiers étaient vraiment rendus là, là. Ils allaient brûler sa maison. Puis c'est là que le vigile a dit où il était. Puis il y a eu une négociation. Puis ils sont allés, les frères Rose, ils avaient fait semblant d'avoir, tu sais, ils avaient créé de la fausse dynamite, Ouais, oui, des faux bâtons de dynamite avec des des manches faux à balai. bâtons. Donc, quand le policier Lisacek, là, qui est une ordure, là, qui est vraiment celui qui avait mis le Ouais. gun sur la tête de ma Le mère, là, méchant du film, c'est lui, le, là, dans ton film. le méchant du film, quand il met la tête, puis je vois les bâtons de dynamite, il a eu peur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont demandé, les gars? Ils ont dit, on, euh, on veut négocier. Donc, ils ont demandé le docteur Jacques Ferron, qui est un médecin, écrivain bien connu sur la Mhm. Rive-Sud. Ferron est allé, puis finalement, ils ont négocié leur sortie. Puis eux, qu'est-ce qu'ils ont demandé? C'est que les prisonniers politiques, les gens qui avaient été arrêtés sans mandat, soient relâchés et tout. Puis après, ils ont accepté de sortir. Tu sais. Donc, ça a été ça la négociation. Mais après, comme tu dis, c'est les procès. Eh, ça, Tu sais. là, c'est, je veux dire, en tout cas, d'ailleurs, ton oncle, les histoires au procès, c'est absolument hallucinant, là. Il a punché, il a donné un coup de poing au policier qu'on a parlé tout à l'heure en pleine cour. Il a, tu sais, il a agrippé le juge par les cheveux, il a arraché la perruque. On dirait que c'est comme surréaliste, là. On ne peut pas croire que c'est arrivé dans une cour là, de justice. Ah non, c'était le Far West. Les procès du FLQ, c'était le Far West. Mon père, c'était comme je te dis, tu rentrais, tu étais fouillé à nu. C'était des militaires pendant le procès. Puis, tu sais, mon père, il avait même pas le droit à son avocat. Son avocat, ils l'ont mis en prison. Donc, il a Ouais. dû se représenter tout seul. Puis, c'est Mais ça, devenu pourquoi? J'ai mal compris dans le film. Comment ça, Robert Lemieux qu'on parle, là? Robert Lemieux. Ils l'ont Pourquoi mis ils en l'ont mis en prison. prison? Ben, parce que c'est. Il n'y a aucune raison? Tu défends quelqu'un qu'on veut pas que Ben, tu défendes, va en prison? tu sais, les 500 personnes qui ont arrêté, il n'y avait aucune raison. Non, non, Hein. je comprends, je Il comprends. était un peu comme le représentant du FLQ. Tu sais, Mais c'est lui qui allait sa place publique pour. C'est l'avocat du FLQ, donc ils l'ont juste ils arrêté. ont même pas essayé de trouver une fausse raison pour nous expliquer Non, pourquoi ils l'ont non, mis non, en prison. Ils l'ont mis en non. prison, that's it. Il n'y avait pas besoin, c'était encore la loi des mesures de guerre, tu sais, elle était encore Aïe, aïe. programmée pendant le procès. Donc mon Fait qu'il père, il a fallait qu'il se décidé, présente lui-même, fallait qu'il c'est se ça. défende lui-même, puis ils l'ont exclu de son propre Ils l'ont procès. exclu parce que Fait que mon finalement, c'est pas un père, procès, c'est qui le défendait? ben, c'est ça, il n'y a pas eu de procès. C'est pas un vrai procès, là, c'est une fraude, Ouais, ce ouais, procès-là. Puis si ça ressort aujourd'hui, ça pourrait se faire annuler comme procès parce que mon j'avoue. père, tu sais, il a compris là, que les dés étaient pipés et qu'il n'y avait aucune chance. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a transformé ça en tribune politique. Donc, vu qu'il se représentait lui-même, là, il parlait justement les raisons, les motivations. Puis c'est sûr que les, le juge et compagnie, ça leur plaisait pas. Là. Puis mon père, il les envoyait pas chier, mais il y avait un sens de l'humour. Puis il montrait un peu le ridicule du tribunal, à quel Mhm. point c'était ridicule. Ouais, Puis, tu ouais, sais, c'est un peu, vous voulez en faire un spectacle, moi aussi, je suis capable ben, de faire un petit spectacle. exact. Exact. Puis ça, ils n'ont pas apprécié. Puis à un moment donné, mon père, il fait juste une blague. Là. Le gars, il regarde, tu sais, il regarde le plafond. Puis mon père, il dit arrêtez, là, les cieux vont pas venir vous aider. Là. Puis là, ça l'a tellement insulté qu'il l'a expulsé. Puis il n'est jamais revenu. Donc, le reste de son procès est fait en son absence, ce qui est du jamais vu dans l'histoire du Commonwealth. Donc, c'est toutes des affaires qu'on ne sait pas. Puis Jacques, t'en parles. Jacques, pour moi, c'est le Far West. Là. Ces procès, c'était du Far West. Là. Pendant un de ces procès, ils ont décidé d'arrêter Robert Lemieux pour outrage Ouais. sur le banc. Les policiers sont allés arrêter l'avocat pendant le procès. Mais Les gens, pourquoi? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il a dit pour ça, outrage au ben, tribunal? au tribunal, c'était tout le temps des trucs, tu sais, lui, il y avait le secret d'avocat, puis il y a un procès qui avait été annulé parce que 11 voulait faire acquitter Jacques Rose, puis le 12e, le 12e a dit non, c'est pour ça que le projet a été annulé. OK. Puis lui, il y a eu cette Il l'a su. information-là, il y a un jury qui lui a tout dit. Puis pendant l'autre procès, là, le juge il voulait savoir c'est qui la personne qui a stoulé tu sais, il y a le truc Ouais, du ouais, ouais. jury, là, c'est qui là, qui a bavassé. Puis Jacques, pas Jacques, mais Robert n'a jamais voulu. Moi, il n'a Puis à pas cause de révélé ça. situation de même, c'est là qu'à un moment donné, ils l'ont arrêté pour outrage au tribunal.
Puis ça a créé une émeute dans la salle. Là. Les gens étaient indignés. Imagine un avocat qui se fait arrêter Ouais. pendant son procès. C'est incroyable. Puis là, c'est là qu'il y a une scène cocasse où Jacques voit le juge passer devant lui. Puis là, il s'enfuit de la salle de procès. Puis là, il se Parce dit, qu'il a il peur pousse de ce le qui va se maudit, passer. ouais. Il pousse le maudit, puis il essaye de le rattraper. Mais il pogne par les cheveux. Puis c'est la perruque qui reste dans les mains. Puis il a eu peur, il pensait l'avoir scalpé. Puis là, l'autre, il s'enfuit en courant. Donc, Mais c'est écoute, je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est vraiment. Ça prend des couilles, là. Faire comme non, toi, tu restes ici, mon esti, tu vas vivre ça. C'est toi qui, c'est Ah toi oui, qui nous non, as non. mis dans cette situation-là. Tu restes avec nous autres pour vivre les conséquences de ce que tu as créé. Mais ouais, c'est hallucinant, là, tu sais. J'imagine que ça a eu des répercussions sur sa sentence, sur le reste de son procès ou non? C'est Ben absolument le oui, Far West, un peu je n'importe dis, quoi. le reste de son procès, il faut dire que le procès de Jacques, c'est différent des trois autres avant parce que c'est le dernier. Lui, il a le record au Canada de celui qui était le plus longtemps en attente de procès. Ça a pris 2 ans. Pendant OK. 2 ans, il était séquestré, appartenait, là, qui n'est pas une prison qui est faite pour le long terme. Là. Puis quand il y a eu son procès, c'était le dernier, puis la vie avait changé en 2 ans. Il y avait, écoute, justement, les femmes avaient le droit d'être sur les jurys. Ça, c'est une des victoires de 70. Les propriétaires, avant là, pour être sur un jury, il fallait que tu sois un homme propriétaire. Là, maintenant, tu n'étais plus obligé d'être propriétaire, tu pouvais être locataire. Mais c'est Donc, tellement tu sais, c'est fou quand c'est ça. j'écoutais ton film. C'est comme ça fait pas si longtemps que ça, là. Tu sais, des fois, là, on Non, regarde l'autorité puis on respecte l'autorité ouais. puis tout ça, mais c'est pas parce que l'autorité est en pouvoir qu'il a raison nécessairement, là. Tu sais, il y a des affaires complètement C'est ça. absurdes encore aujourd'hui, mais à l'époque, je veux dire, tu peux pas être juriste si t'étais une femme, là. D'ailleurs, t'en parles dans ton documentaire. Il y a une espèce de coup d'éclat à un moment donné, puis 5 mois plus tard, finalement, les femmes ont eu le droit d'être jurées, mais c'est hallucinant, là. Tu sais, je peux pas croire, là. Ça fait vraiment pas si longtemps. Mais non, c'est ça, c'est des luttes qui se sont gagnées il n'y a pas si longtemps. Puis justement, Lise Balsé, qui était appelée à témoigner dans le procès de mon père, elle avait dit, si je suis trop niaiseuse pour être sur un jury, je suis trop niaiseuse pour témoigner. Ah ouais, non, Il y a des, tu sais, c'est excellent, là. Puis les femmes, il y a des femmes qui ont pris d'assaut la salle, puis disaient la justice c'est de la merde, la justice c'est de la merde. Ils ont toutes mis en prison, puis la population était tellement indignée que des femmes comme ça se fassent arrêter de même qu'un mois après, les femmes avaient le droit d'être sur le jury. Donc, c'est sûr que ça l'a aidé le procès de mon oncle qui est 2 ans après, parce que le mieux, c'est un excellent plaideur. Puis, en 2 ans, on savait un peu plus c'était quoi la crise d'octobre, qu'est-ce qui s'était passé. On n'était plus pendant la loi des mesures de guerre. Donc, les gens, même en connaissance de preuves, ça, ont décidé, ont fait un choix quasiment politique d'acquitter Jacques Rose. Il a été acquitté pour meurtre, il a été acquitté pour séquestration, mais c'est sûr que, puis il savait, Jacques, il allait faire de la prison. Jamais le gouvernement du Canada accepterait qu'il soit libre dehors. Donc, ils ont inventé une charge qui est complicité après le fait. Il s'est caché là, pendant des mois. Là, il se faisait passer pour un Italien. Là. Oui, ouais, ça, c'est Ouais, une autre affaire là, qui est absolument hallucinant. c'est Il a changé son nom pour un nom italien. Il habitait exact. dans Petite Italie, c'est ça? Exactement, Benito Angelini, là, vient est mort, puis lui, c'était un roux aux cheveux longs, là, il avait coupé ses cheveux, Aïe, il les avait aïe. mis de côté en noir et tout. Donc, il savait qu'il renvoyait en prison, puis qu'est-ce qui s'est passé? Puis, tu sais, je peux pas aller tout le temps dans les détails dans le film, mais le jury voulait encore l'acquitter pour complicité après le fait, mais ils ont vraiment été soudoyés par la police qui ont dit, écoutez, là, faut vraiment, c'est pas grave, c'est une peine symbolique, là, c'est important, faut qu'il y ait une peine. Denisy, il a été accusé, puis il a fait 8 ans de prison. Tu sais. Ah ouais. Donc, tu sais, c'est ça, mais ça, c'est tous des éléments qu'on connaît pas parce qu'on connaît la crise, mais on connaît pas le avant, puis encore moins l'après. Ouais, puis ça remet en contexte le contexte politique de l'époque, sur à quel point finalement c'était un espèce de pouvoir qui avait pas de compte à rendre à qui que ce soit, qu'on faisait à peu près ce qu'on voulait, puis marche au pas, là, tu sais. Oui, exact. Là. C'est ça, c'est une époque, puis comme tu dis, c'est une époque qui n'est pas si lointaine. Ben Puis ouais. moi, les combats, il y a encore des combats sociaux aujourd'hui. Puis pour moi, je le vois comme dans la continuité de ces combats-là qui a été menés par d'autres générations. Tu sais, mon père, il disait tout le temps, lui, il n'y avait pas, tu sais, il avait pas la prétention de faire une révolution. Lui, c'était mettre une pierre. Tu sais, faire avancer des causes.
puis que ce soit une génération d'après de faire avancer d'autres causes. Eux, ils voyaient que dans la continuité des patriotes de 1837, de la continuité des travailleurs d'Asbestos dans les années 50, puis moi, je pense que c'est ça, les combats, parce qu'il y a encore des combats aujourd'hui au niveau des injustices, que ça s'inscrit, on va plus loin Mhm. avec d'autres générations, tu sais. Mais ça, c'est quelque chose pas que j'ai appris dans le film, mais qui m'a quand même surpris, c'est que le FLQ, à quelque part, en tout cas ton père, lui, il était contre un coup d'État. C'était pas ça le but. On dirait que dans l'imaginaire collectif, on s'imagine que le FLQ, tu sais, voulait prendre le pouvoir puis faire une espèce de Mais non. renversement, quasiment une révolution comme à Cuba, tout ça. Parce que d'ailleurs, ton père, des fois, là, il ressemble au Che un peu là, dans sa jeunesse, fait que peut-être ça a contribué à ça. Mais c'était pas son but. Son but, c'était finalement de juste faire avancer les choses que de Exact. pousser le char du bon bord, là. Exact, c'était vraiment ça, parce que tu sais, ils étaient pas naïfs, là. Il n'y avait pas l'organisation pour un coup d'État, là. Puis c'est pas ça qu'ils voulaient. L'idée, c'est qu'on n'en parlait plus des problèmes sociaux, de l'indépendance des médias. Tu sais, il y a eu le coup de la Brinks, là, qu'on parlait de démocratie. Le PQ avait 28 dans les sondages, qui s'est ramassé, je pense, avec 6 ou 7 sièges. Et la veille de l'élection, ils ont fait un coup d'éclat. Ils ont fait à croire que tous les avoirs du Québec, l'argent s'en allait en Ontario. Ils ont vraiment un coup monté, là, des camions de la Brinks s'en allaient en Ontario, puis c'est l'argent qui était pour faire peur au monde. Donc là, c'est sûr Ouais, qu'ils vont ouais, faire ouais. ce qu'il faut. C'est très concret. On lui fait encore, là, dire que tous les capitaux vont se sauver, mais au Ben, moins, ils c'est font pas une ça. espèce de pièce de théâtre avec ça, là. C'était une pièce de théâtre. Puis, tu sais, c'est sûr qu'ils réagissaient, mais coup d'éclat, c'était plus un coup d'éclat qu'une révolution. Puis comme je dis, c'est ça, il y a eu quand même des victoires dans octobre, là. Tu sais, la lecture du manifeste fait partie des victoires parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mis des mots sur beaucoup de trucs que les gens ressentaient. Puis, tu sais, souvent, le monde était d'accord. Tu sais, où ils ont perdu la sympathie populaire, c'est vraiment la mort de Pierre Laporte, Mhm. parce que le manifeste a gagné quand même une grande sympathie auprès de la population, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissaient là-dedans, tu sais. Ouais, ben ça, c'est quelque chose que je trouve d'ailleurs vraiment impressionnant en regardant ton film. Puis je veux dire, ça, c'est quelque chose que je savais quand même, mais juste voir les images, on dirait que c'est encore plus frappant. Le support de beaucoup de figures populaires envers ton père, envers les actions du FLQ. Là, on parle bon, tu as parlé de Gérald Godin tantôt, mais tu sais, on voit Gilles Vigneault dans le film, on voit Yvon Deschamps, Robert Charlebois, Plume, tout ça, c'était quand même tu sais, on dirait qu'aujourd'hui, je m'imagine mal là, voir des artistes appuyer de cette manière-là un mouvement là, qui est considéré comme terroriste là, pour bien du monde. Là. C'est quand même fou, c'est une autre époque. Là. C'est vraiment une autre époque. Puis c'est sûr que les artistes étaient très engagés, puis Mhm. il y en avait beaucoup qui n'étaient pas felkistes, mais qui avaient des sympathies pour les idées du Ouais. FLQ. Puis eux, où ils se sont réveillés, c'est pas forcément leur idée, c'était pas de défendre le FLQ, mais défendre des gens qu'on traitait un peu comme Amnesty International, comme des prisonniers politiques. Puis c'est quand ils ont su que les gens du FLQ n'étaient pas traités de la même façon, qu'il y avait vraiment moins de droits puis qu'il y avait vraiment des conditions exécrables. Ils étaient vraiment considérés comme des prisonniers politiques. Puis tu sais, avais une femme comme ma grand-mère qui était une rassembleuse. Elle cognait chez les portes, elle allait voir Yvon Deschamps et compagnie. Je pense que le monde se sentait comme investi par ça. Puis c'est sûr que ma famille a bénéficié beaucoup de l'aide d'artistes, de chanteurs, d'acteurs, de personnalités publiques, parce que eux, ils ont permis tu sais, des gens comme Gilles Vigneault, qui Mhm. était très connu encore déjà à l'époque, pouvait comme avoir de l'attention, puis mettre de l'attention sur des gens qu'on essayait d'oublier. Ouais, mais bravo à ces artistes-là quand même, parce que c'est quand même un peu mettre sa tête sur le bio. Ils n'ont pas pensé à leur carrière, quoi que ce soit. Ils ont juste dit c'est la bonne affaire à faire, puis j'y vais. Exact, c'est vrai. Ils ont vraiment pris des risques. Puis, tu sais, Yvon Deschamps, il y a quand même. Je suis très reconnaissant envers Yvon Deschamps parce qu'il a quand même fondé le Comité pour la libération des prisonniers politiques. Il a fait ça chez eux, là. Ouais, ouais, ouais. Il a vraiment associé son image, là. Puis, tu sais, c'était l'humoriste de l'heure. À ça, là, il fallait vraiment être audacieux, là. Ouais, il faisait pas juste parler dans ses monologues, il était dans l'action aussi. Puis on dirait C'est que, ça. pas qu'on l'oublie, mais c'est quand même important de le rappeler que Yvon, c'est notre plus grand humoriste, mais aussi c'est un de nos plus grands militants. Là. Ouais, exact. Tu penses-tu que l'espèce d'image là, l'espèce d'image de révolution, révolutionnaire, de coup d'État, tout ça, c'est un peu avec
par rapport aux liens que le FLQ avait avec, tu sais, là, je pense, je sais pas si ton père et ton oncle avaient des liens avec les Black Panthers, mais là, tu as parlé de l'IRA tantôt. Il y avait la libération de la Palestine aussi. On dirait que euh, on était sympathique à toutes ces causes-là, puis c'est ça qui a peut-être contribué à la manière qu'on voyait le FLQ. Toi, est-ce que ton père avait des liens avec ces gens-là? Il faut dire aussi que mon père s'inscrit dans le FLQ. Le FLQ, c'est 63. Mhm. Puis il y a eu Ouais, ouais. plusieurs réseaux, puis chaque réseau avait comme des objectifs puis une idéologie qui était différente. Tu sais, je dis, il y a des trucs qui venaient comme l'indépendance du Québec, mais tu avais même des groupes de droite, tu avais des groupes de Ah ouais, gauche. OK. Donc, c'était pas comme quelque chose de. C'était pas la même chose. Chaque groupe C'est qui pas un bloc nécessite. monolithique qui se réunissait à chaque début du Exact. mois, là. Vraiment pas. Puis c'est pour ça qu'ils ont eu la misère, les autorités avec le FLQ, c'est que c'était pas une structure organisée. Il y avait un FLQ qui serait arrêté, puis il y en avait un autre avec des gens qui n'avaient aucun rapport, qui se naissaient spontanément. Donc, mon père, c'est sûr que lui, tu sais, il y en a peut-être d'autres qui voulaient plus la révolution, peut-être avec Vallière et Gagnon et tout ça, qu'il était plus là-dessus, mais le groupe de mon père, c'était vraiment plus faire avancer une idée, faire connaître une idée, que justement le fait qu'on ne peut pas parler, les idées qu'on ne peut pas parler, le manifeste, puisse être vu et entendu. Mais il n'était pas naïf, tu n'organises pas une révolution avec 30 personnes. Puis peut-être la révolution, c'est le gouvernement aussi. Ils se sont servis de la loi des mesures de guerre en disant qu'il va y avoir un coup d'éclat qui s'en vient, une révolution. Ils ont même, écoute, juste à quel point c'était absurde, là, ils ont fait croire qu'il y avait un gouvernement parallèle qui se faisait avec genre Claude Ryan, qui était au devoir à l'époque, genre Parizeau, René Lévesque. Tu sais, voir que Claude Ryan, genre, je Quoi? sais pas, le monde, je sais pas qui connaissent Claude Ryan, là, qui est devenu, qui est Non, chef du non, Parti il aurait pas libéral. été. Lui, c'était le chef du camp du non en 80, là, mais en 70, là, c'est comme il faisait partie d'un coup Ah, d'État ouais. pour renverser le gouvernement. OK, fait qu'il C'était y avait des complètement rumeurs qui partaient dans ridicule. tous les sens, là. Oui, mais tu sais, tu voyais ça dans les journaux, là, parce que lui, il était éditorialiste au devoir, donc c'était ridicule. Donc, c'est sûr que le gouvernement a joué la carte, il y a une révolution, puis tu sais, Jérôme Choquette, c'était tout le temps ça. On ne négocie pas avec les terroristes, Mhm. on va être autoritaire, tu sais. C'est eux qui ont créé cette image-là pour justement profiter de la situation, puis faire plus de répression, puis Ouais. de pouvoir fouiller chez le monde, puis de savoir tout ce que les artistes, les politiciens, personnalités publiques et indépendantistes mijotaient, puis qu'est-ce qui s'en venait, tu sais. Mais en même temps, j'imagine qu'il y a aussi, c'est facile de laisser ton imagination s'emballer parce que, tu sais, c'est quand même, tu sais, les trucs, on verrait plus ça aujourd'hui, là. Tu sais, c'est pour Non. l'époque, même pour l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez hardcore, là. Tu sais, on se finance avec des vols de banque, là, finalement, là. C'est un peu ça, là, où on dit que c'est pour la révolution du peuple et tout ça. C'est quand même quelque chose, là. Tu sais, ça frappe l'imaginaire collectif. Moi, je lisais ça, puis j'étais comme, le pire, c'est que je lisais ça, puis je me disais, il y a bien des cibles que je suis comme assez d'accord, là. Je ferais pas ça, là, tu sais, je suis pas quelqu'un de violent, tout ça, mais tu sais, je regarde ça, puis je suis comme, ah, OK, ouais, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, puis c'était quand même bien organisé au final, même si on n'avait pas beaucoup de moyens, là. Mais c'est sûr que qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été 6 mois d'organisation pour une ferme à La Rochelle. Puis, tu sais, eux, ils voulaient vraiment que ce soit un lieu où il y ait des kidnappings, ils appelaient ça la prison du peuple, puis que ça se passe bien, parce que, tu sais, ils voulaient pas de mort d'homme. Tu sais, eux, Ouais, c'était ouais, vraiment pour négocier et tout ça. Puis, il y avait des prisonniers en prison, des prisonniers politiques. Tu sais, il y en a qui voulaient faire libérer puis les envoyer à Cuba et en Algérie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces fermes-là, un jour, il y a quelqu'un, une autre cellule, s'est fait arrêter avec l'adresse de la ferme. ouais, ouais, ouais. Les policiers sont allés, puis tout, écoute, ils seraient fait arrêter, il n'y en aurait pas eu de crise d'octobre. Mon père, mon oncle, Francis Simard, Marc Carbonneau, Yves Langlois, Jacques Locteau étaient tous là, se sont cachés. Aussitôt que les policiers sont partis, ils se sont Ils ont enfuis. laissé ça, ouais. Ils ont laissé ça, donc ça a mis fin à 6 mois d'organisation, puis ça a comme créé une espèce de scission dans le groupe. C'est qu'il y en a qui disaient, comme Jacques Langteau, il disait, écoutez, les choses, on ne peut pas attendre. On ne Ouais, peut on y pas va attendre une pareil. autre année. On y va pareil, puis il arrivera ce qui arrivera. Puis, tu sais, son frère est en prison, il voulait faire libérer son frère aussi. Donc, lui, il voulait aller rapidement. Tandis qu'un autre groupe, avec mon père, mon oncle, Francis Simon, eux, ils disaient, on n'est pas prêts. Il faut être organisé pour faire des événements aussi gros. Donc, il y a eu une séparation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est eux, ils ont décidé d'aller précipitamment enlever le diplomate britannique James Cross.
parce qu'il était un symbole britannique, là. Il représentait le symbole de protection britannique, tandis que l'autre cellule est allée aux États-Unis, avec ma grand-mère d'ailleurs. Elle n'était pas dans les FLQ, mais il faisait ça passer pour un voyage de famille, Ouais. acheter des armes pour s'organiser. Puis, c'est là-bas qu'ils ont appris Mais, qu'il y a eu la loi des mesures de guerre. OK, mais ça, Je n'ai pas la ouais, loi des mesures de guerre, mais l'enlèvement de Croix. ouais, tu vas bien le préciser, mais c'est quoi ce voyage-là? Je veux dire, j'imagine que tu peux pas révéler là, qui ont été voir, mais y avait-tu des contacts là-bas ou c'est juste ils se sont dit on va aller là puis on va trouver ce qu'on a de besoin ou y avait-tu des amis? Je sais qu'il y avait des contacts chez Black Panther. Je ne connais Ouais, pas le détail. Je pense qu'on avait j'imagine qu'un peu de rencontré ça. là-bas. Mais là-bas, au Texas, c'était plus qu'au Texas, tu pouvais acheter un gun là, comme ça. OK, Là. OK, OK. Donc, l'idée, c'était vraiment d'acheter des fusils puis de ramener ça au Québec pour s'organiser. Mais c'est sûr que quand ils ont vu ils ont entendu à la radio que Cross avait été enlevé, eux, ils ont dit qu'il faut revenir vite à Montréal. Ils sont revenus. Puis quand ils voyaient justement que le gouvernement refuse de négocier puis est en train de céder à toutes les revendications, puis il faut dire que James Cross n'avait pas un poids politique très fort. Tu sais, au début, la stratégie, ça avait été d'enlever un Britannique puis d'enlever un ambassadeur américain pour montrer l'impérialisme américain puis le colonialisme anglais. Mais ils ont enlevé seulement un Britannique, donc ça aurait eu plus de poids d'enlever un Américain. Puis là, ils ont eu une réflexion parce qu'ils n'étaient pas organisés. Il y avait une maison qui avait acheté sa rue Armstrong. Ils ont dit, est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas? Puis là, ils ont décidé de le faire. Ils ont dit, écoute, la crise se passe. Puis là, l'autre Le cellule, le momentum est là, ouais. momentum est là. Donc, ils ont dit, on va le faire. Mais le problème, c'est que tous les Américains, les ambassadeurs américains étaient vraiment protégés à cause du premier enlèvement. Donc là, après, ils ont réfléchi, puis ils ont dit Pierre Laporte, qui est de la Rive-Sud. Tout le monde connaissait où habitait Pierre Laporte. Il y avait une plaque sur sa porte devant chez lui. Lui, il était pas protégé, il y avait pas de... Lui, il n'était pas protégé, puis lui, il avait vraiment dit la ligne dure. Il a dit on ne négocie pas avec le FLQ. Mhm. Puis Robert Bourassa, là, il était en visite. Il est allé voir Rockefeller, le milliardaire à New York. Ouais. Et tu sais, même pendant la crise, c'était plus important pour lui d'être à New York encore. Il n'était pas revenu au Québec. Là. Donc, celui qui était le premier ministre en fonction, c'était Pierre Laporte. Donc, ils ont décidé d'enlever Pierre Laporte. Donc, c'est comme ça que le choix s'est fait. Tu sais. Mais OK. c'était pas comme quelque chose qui était... C'était pas prémédité. C'est ça, ça s'est fait très vite. Là. Ouais. Ce qui est finalement... quand on précipite les choses, c'est sûr qu'on peut pas prévoir tous les coups d'avance, puis il y a des grosses chances dans ce temps-là que ça se termine mal. Qu'est-ce qui est arrivé avec Monsieur Cross? Mais M. Cross, lui, tu sais, il est resté là jusqu'en décembre. Il était kidnappé le 5 octobre, puis il était libéré début décembre. Il est resté là longtemps. OK. Puis je pense c'était quelqu'un de très calme. Donc aussi, tu sais, il est resté sur cette rue-là puis pendant un mois. Puis après, ils ont découvert la rue des Récollets où il était caché. Puis ils ont négocié. Puis finalement, en échange de les libérer de James Cross, ceux qui l'avaient enlevé, le groupe de Langto, la cellule Libération, ils ont eu un sauf-conduit à Cuba. Donc, ils sont tous partis à Cuba. OK, ouais. Puis Ouais. ils sont revenus environ 9-10 ans plus tard. Tu sais. OK. Hey, je ne veux pas prendre trop de ton temps, mais en terminant, j'aimerais ça un peu parler de toi parce que tu sais, j'écoutais ton film, ça, puis je me demandais c'était quoi. Qu'est-ce qui t'a donné l'étincelle, toi, de devenir cinéaste? J'imagine que tu as un triple de cinéma direct du Ouais. Québec, là, ouais. C'est quoi le film que tu as vu là, qui t'a donné l'étincelle que tu as fait comme oh mon Dieu, moi, faut que je fasse ça dans la vie. Moi, j'ai toujours aimé le cinéma, puis je regardais tout, là, les pop-corn américains, les films OK. québécois, la fiction, beaucoup. J'étais surtout de la fiction. Un jour, à 17 ans, je me retrouve dans une maison des jeunes. Puis il y a un animateur qui s'appelle Simon Beaulieu, qu'on va connaître par la suite pour avoir fait Le Moine, Godin et Miron, trois excellents documentaires. Puis lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il y avait comme un club vidéo clandestin là, sur VHS, là, puis il nous donnait des copies de films. C'est là que j'ai découvert Le Temps des Bouffons, un excellent pamphlet Ben oui. de Pierre Falardeau. J'ai découvert tous les films de Perrault, le cinéma direct. Donc là, j'ai réalisé que c'était un outil, le documentaire, pour parler de nous, pour parler de qui on était, puis de sujets qui est proche de nous. Ouais, puis Donc, le c'est nous pour sûr. vrai, là, tu sais, le vrai monde, là. Tu sais, Exact. monsieur, Là. madame, tout le monde, ouais. Exact. Puis c'est sûr que ça a été comme une révélation dans ma vie, cette rencontre-là. Puis j'étais allé voir tous ces films. Le Moine,
je devais avoir 17-18 ans, là. C'est son film peut-être le moins connu, c'est un film Ouais. d'archives. Puis j'ai réalisé le pouvoir des archives. Tu sais, comment tu peux raconter une histoire, même si la personne n'est plus là, juste en fouillant dans ses archives, puis en se racontant. Puis avec Godin, ça a comme confirmé que c'est ça que je voulais faire. Tu sais, je trouve que Ah ouais, Godin, hein? Ah, c'est magnifique. il, il raconte une bonne partie de l'histoire du Québec à travers un personnage qu'on va évoluer sur une trentaine d'années. Puis, tu sais, il a fait quelque chose d'un peu plus différent avec Miron, mais c'est tout le temps dans les personnages permettaient de faire découvrir des trucs qui peuvent sembler plus difficiles, plus arides, mais vu que tu le fais à travers un personnage, autant que tu ressens des trucs que tu n'aurais pas ressentis Ouais, sinon. ouais, Tu puis sais. des fois, dans des images d'archives plus personnelles, puis tout ça, tu te sens plus proche de la personne, tu la comprends un petit peu plus, puis ça explique les actions, puis tu te sens encore plus investi. Là. Tu sais, quand un bon documentaire avec des images d'archives, quand c'est bien monté, ça s'écoute comme un film, là, comme une fiction. Là. Ah oui, exactement. Puis moi, je viens de la fiction. Tu sais, j'ai commencé à faire des séries web temps mort avec Babel Film. Puis c'est sûr que les documentaires, dans tu sais, mon troisième, l'approche qu'on a, c'est de reprendre les codes de la fiction, tu sais, pour justement, tu sais, avec les éléments déclencheurs, qu'est-ce que les personnages forts. Mhm. Tu sais, moi, j'ai tous les documentaires que j'aborde, je l'aborde un peu comme une fiction. Tu sais, je reprends un peu les codes pour que les gens puissent embarquer. Puis, tu sais, moi, il y a beaucoup de préjugés sur le documentaire. Puis moi, je pense qu'on peut faire des documentaires épiques, emballants, puis stimulants, là. C'est une Écoute, moi, forme d'art. je l'ai vécu comme ça. Je l'ai vécu OK. comme écouter une fiction, un film quasi hollywoodien, bien monté, où que les éléments sont clairs, puis tu vis une aventure. Là. Ah ben, je suis super content. C'est ça qu'on a voulu faire. Puis ça, ce travail-là, c'est fait vraiment avec Michel Giroux, qui est un monteur incroyable. Tu sais, moi, j'ai amène 500 heures de matériel. N'importe quel monteur, ça partit en courant. Mais lui qui avait fait des films d'archives comme La part de La mémoire des anges, La part du diable, ensemble, on a sculpté le film. Puis, tu sais, il y a un côté poétique que moi, je n'en ai pas, mais que lui a. Tu Mhm. sais, les cassettes de mon père à ma grand-mère, entre autres, il fallait imager ça, c'est du cinéma. Donc, c'est vraiment lui qui a trouvé la façon d'illustrer le monde de mon père par la musique, puis pas par la musique, mais par les images et tout ça. Donc, ça Ah, a la vraiment musique, été... c'est Phil Brack, de ce que j'ai vu? Ouais, ouais. Cool. Est-ce que tu le connais ou comment que c'est fait, cette Écoute, c'est approche-là? un ami qui nous a fait rencontrer, puis j'aime beaucoup sa musique. Puis c'est drôle parce que Philippe, il était super généreux. Il a accepté de composer la musique. Puis j'ai demandé, est-ce que tu peux me donner la version instrumentale de tes albums? Il a dit oui. On a vraiment construit avec la version OK. instrumentale de ses albums. Puis c'était tellement bon que finalement, on a gardé 60%, puis le 40 autres pourcents, c'est lui qui a fait des compositions Ah, c'est originales. pour ça que je reconnaissais. Ouais, Ouais, OK, c'est ça. ça Tu sais, explique. il a retravaillé quand même des trucs Mhm. pour que ça fitte plus à l'image, Ouais. mais c'est sûr, ça, c'est une autre rencontre importante pour moi, Phil Brack, puis X La Controverse, qui est son partenaire, parce que, tu sais, je trouve que le côté, tu sais, le coloré du film, là, il amène vraiment une espèce de puissance, Ah, là, ça donne avec un cette oomph là, musique-là. clair, là. Ouais, Ouais. c'est ça. Je me demandais, une petite question, est-ce que ça a été tough faire financer ça? Parce que bon, ça parle du FLQ, là, on connaît l'histoire de Pierre Falardeau qui n'était pas capable de faire financer Octobre, mais en même temps, il y a quelques films qui se sont faits là, depuis, là, je pense à La Maison du Pêcheur. Euh, Mathieu Denis aussi, je pense, avait fait un film sur le FLQ. Fait qu'on Corbeau. dit. Hein? Ouais, exact. Corbeau. Fait que ça a-tu été plus facile pour toi faire financer ça ou ça peut être un problème ou c'est quelque chose qu'il faut quand même que tu te battes? J'ai dû me battre, mais j'étais très chanceux aussi. Et puis ça a OK. pris 8 ans à me faire financer, là. Écoute, j'ai eu une rencontre déterminante qui est Colette Loumen, qui est une productrice à l'ONF. Puis on s'entend que l'ONF, c'est pas la première place que tu penses qu'ils vont faire un film sur Paul Rose, là. Mhm. Puis elle a vraiment elle s'est battue pour le film. Puis c'est grâce à elle que ça a été accepté. Puis ce film-là n'existerait pas sans l'ONF parce que c'est les seuls qui ont les moyens de se payer Mhm. les archives. Parce que les archives, ça coûte tellement cher, là. C'est dur de s'approprier de notre patrimoine parce que c'est 100 pièces la seconde une archive souvent. Donc, OK. personne, peu de documentaristes ont les moyens de se payer. Donc, et elle a vraiment embarqué. Puis le reste, c'est sûr qu'on Sodec Téléfilm, à un moment donné, tout le monde a fini par suivre, mais ça a été sur 8 ans. Puis on est allé beaucoup chez les particuliers. Moi, et aussi Simplex m'ont donné de l'argent, CSN, parce que Ah le ouais. film coûtait trop cher en termes d'archives.
sais, un film d'archives comme ça, c'est inimaginable le coût, là, c'est 100 $ la seconde. Donc, ça a été long de trouver le financement, ça a été une lutte. Puis je l'ai fait grâce à la Belle Film et l'ONF, on était capable de trouver des solutions pour financer tout ça. Tu sais. Qui fait qu'il y a eu un peu de solidarité là-dedans, c'est beau, quelque part. Oui, oui, exactement. Tu sais, mon père a travaillé 30 ans en CSN, donc ils m'ont aidé à démarrer le projet. Donc, tu sais, j'ai été chanceux, j'ai vraiment été chanceux. Hey, en terminant, j'imagine, toi, tu es indépendantiste. Hein? Oui, Oui. oui, Non, mais ça aurait pu, écoute. Ça aurait des pu que tu fois. le sois pas, mais ça m'aurait surpris quand même. Comment t'évalues ça, toi, en ce moment, là, la situation de l'indépendance au Québec? Quel bilan t'en fais? On dirait que c'est pas peut-être pas la période la plus rose, là, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, là. Mais, comment, comment tu vois ça, toi? Moi, c'est drôle parce que je pense que ça fait 15 ans qu'on n'arrête pas de faire des jours. Il y a un article à tous les jours dans le journal qui dit l'indépendance est morte. Ouais. Mais on en parle à tous les jours. Ben oui. C'est ça l'ironie, c'est comme le monde en parle pour dire que ça n'existe plus, mais ça fait encore tellement partie des conversations, c'est encore là. Donc pour moi, c'est pas mort. Puis tu sais, c'est tout le temps qu'est-ce qui fait un jour, peut-être on va se retrouver dans une situation politique où les gens vont voir que la meilleure avenue, c'est l'indépendance du Québec. Mais tu sais, je suis pas candide, je suis pas naïf, je sais que ça va pas se faire demain, mais j'y crois qu'on peut se retrouver dans une situation où l'idée revienne. Puis moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, si on parle tout le temps Ouais. que c'est juste une idée de vieux, mais moi, j'en ai rencontré des jeunes militants là, de différents partis politiques qui y croient, peut-être pas pour les mêmes raisons, Mhm. mais qui y croient. Donc, moi, je pense que c'est une idée qui est loin d'être morte, là. Est-ce que tu es un petit peu comme ton père puis ton oncle, là, parce que j'ai reçu mon dernier podcast, j'ai reçu Éric Martin qui, lui, pense que l'indépendance, ça doit se faire comme ça doit être porté par des causes sociales, ça doit être pour Ouais. libérer carrément le peuple, ça doit pas être remplacer un oppresseur par un oppresseur de chez nous, là, sinon ça donne Ouais. pas grand-chose. Toi, est-ce que tu es de cet avis-là? Mais moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons pour faire l'indépendance, là. Puis c'est sûr que moi, venant de la famille d'où je viens, c'est sûr que les combats sociaux, c'est un élément, un facteur important. Mais, mettons, tu sais, je comprends qu'il y en a que c'est pour des raisons culturelles, pour des Mhm. raisons de langue, puis c'est tout aussi Économique important, aussi, c'est. Ouais. économique, tu sais. Puis je dis pas que c'est pas important, je dis pas qu'il y en a un qui est plus important Mhm. que d'autres. Mais moi, personnellement, c'est sûr que mon moteur, là, un des moteurs, c'est vraiment les injustices sociales. Tu sais. C'est sûr que moi, je pense que si on devient un pays, on va pouvoir être maître de notre destin. Puis c'est comme ça que je vois ça. Tu sais. Je suis d'accord avec toi. Écoute, merci Félix, merci de ta générosité. Vraiment très, très intéressant. C'était le fun d'aller un peu plus en profondeur dans ton film que je conseille à tout le monde, Les Roses. Allez voir ça. Est-ce que ça va-tu être en salle ou Oui, oui, je sais pas oui. comment ça fonctionne là maintenant avec C'est la COVID et tout diffusé, ça. c'est en salle à partir du 21 au Beaubien. On a 3 salles à Montréal, Cinémathèque, Beaubien, puis du Cinéma du Parc? musée. Ah, du musée, OK. Non, pas du OK. musée. On est à Québec. On se promène partout. Là, Sherbrooke, le 21, Trois-Rivières. À chaque jour, il y a des salles qui s'ajoutent en région. On va aller en Abitibi, on va aller en Saint-Eustache. Donc, je vous invite d'aller voir la page Facebook du film, Les Roses, le film, puis toute l'information va être là si vous voulez aller le voir près de chez vous. Cool. Écoute, je le conseille. Moi, personnellement, c'est un des très bons documentaires que j'ai vu récemment. J'ai passé un excellent moment. Merci Félix. Merci, Guillaume. Bye bye.